Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur les chaînes parlementaires. L'heure de la rentrée a déjà sonné au MEDEF avec les traditionnelles universités d'été. Le thème choisi cette année, c'est Intégrer. 3 jours de débats et de rencontres entre syndicalistes, patrons du CAC 40 et responsables politiques. D'ici quelques instants, on retrouve une première table ronde intitulée Fil rouge et ligne jaune, avec plusieurs personnalités qui ont su casser les codes, bouger les lignes, comme Franz-Olivier Gisbert, le directeur du Point, l'ancien Premier ministre Alain Juppé, ou encore l'avocat pénaliste Éric Dupond-Moretti. Allez, on écoute. Bien, bonsoir à tous. Nous allons démarrer. Il est un petit peu plus de 18h30. Nous sommes à l'heure, en tout cas presque à l'heure. En tout cas, merci d'être présents, très nombreux pour cette séance plénière de cette soirée. Nous sommes ensemble pendant 2 heures, toujours consacrés à ce thème générique de l'intégration, que nous allons décliner un peu plus précisément autour de l'intitulé, vous avez dû le voir dans le programme, Fil rouge, ligne jaune. Alors ça vous a peut-être un petit peu intrigué, on va en parler. En tout cas, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi un plateau, je dirais, prestigieux, varié, atypique. Vous savez qu'évidemment, on en a parlé beaucoup depuis ce matin, que notre époque et le contexte économique que vous connaissez, est-ce que ça laisse la place justement, je dirais entre guillemets, aux non politiquement corrects, ceux qui parfois, avec un peu de courage, qui sont un peu provocateurs, ceux qui veulent en tout cas sortir des sentiers battus, ceux qui souhaitent casser les codes, bougent les lignes, se révoltent parfois, ceux qui refusent en tout cas les règles établies, le trop de normes, le formatage. Alors est-ce qu'il existe aujourd'hui une place pour ce genre de profil? Comment leur laisser de la place? Et faut-il leur laisser après tout de la place? Faut-il toujours passer par les mêmes diplômes, les mêmes écoles? Comment en tout cas accueillir ces profils un peu différents? Bref, alors on va entendre ensemble un certain nombre à la fois, je dirais, de témoignages et des points de vue. Vous voyez autour de moi qu'il y a des représentants de l'entreprise, de la politique, de la culture, du journalisme. En tout cas, je le disais, des invités qui ne se ressemblent pas, et c'est ce qui va faire de ce plateau, de ce moment, un moment très enrichissant pour nous tous. Je vous présente Sophie Audouin-Mamiokian, écrivain, Jérôme Bérébi, entrepreneur et investisseur. Je sais qu'il veut beaucoup insister sur ce thème d'investisseur. Pierre Botton, président fondateur des Prisons du Cœur, Éric Dupond-Moretti, avocat, pénaliste, l'homme qui acquitte, il va nous expliquer ça sans doute tout à l'heure, Franz-Olivier Gisbert, qu'on ne présente plus, journaliste écrivain, directeur de l'hebdomadaire Le Point, Mo Ibrahim, président de Mo Ibrahim Foundation, Alain Juppé, maire de Bordeaux, ancien ministre et ancien Premier ministre, et enfin Yendra Naido, cofondateur de JNJ, homme politique sud-africain qui a été ministre de Nelson Mandela. Alors les règles du jeu, elles sont assez simples, assez claires. Nous allons essayer évidemment de les respecter. Intervention de chacun d'entre vous entre 8 et 10 minutes maximum. Ensuite, je l'espère, échange entre vous. Et si nous avons un peu de temps, échange avec vous, la salle, si évidemment vous avez des questions. Alors, il n'y a qu'une seule femme présente sur cette tribune, donc il était tout à fait normal, et je pense que c'est très bien d'ailleurs pour lancer ce débat. Sophie Audouin-Mamiokian, vous êtes, il faut le dire, princesse héritière du trône d'Arménie. Vous avez grandi au Pays Basque, vous êtes spécialiste de la diplomatie, vous êtes surtout aujourd'hui connu comme écrivain. Vous avez mis beaucoup de temps, cela dit, à percer. Vous êtes l'auteur de la fameuse série que les adolescents et même les plus âgés connaissent, la série Tara Dumkam. Vous me disiez tout à l'heure, aujourd'hui, quasiment 10 millions d'exemplaires dans énormément de pays dans le monde. Des tirages tout à fait impressionnants. Je vous donne donc la parole sur ce thème-là pour environ 10 minutes. Je le disais il y a un instant, madame, vous avez dit, mais j'ai mis beaucoup de temps pour percer, j'ai dû bousculer, j'ai dû ouvrir les portes, ça n'a pas été facile. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Bonjour, je suis très impressionnée d'être ici ce soir, d'autant plus que c'est un petit peu effectivement atypique. J'ai un profil qui n'est pas un profil entrepreneurial. Donc tout d'abord, je voudrais remercier Hélène Molinari, qui en fait m'a convaincue de venir ici ce soir et grâce à qui je ne dors plus depuis une semaine.
en me demandant ce que je vais bien pouvoir vous raconter ce soir. Merci Hélène. Ma tâche a été encore un petit peu plus compliquée par le fait que Hélène m'a dit qu'il fallait que je parle de moi et Gilles m'a dit qu'il fallait que je parle de vous. Merci les gars, ça m'a vachement aidé. Les deux, aucun problème. Ça m'a beaucoup aidé, merci beaucoup. La première fois que j'ai été transgressive, en quelque sorte, ça a été la première fois où j'ai vraiment dit non. J'avais 13 ans et j'ai décidé de ne pas fumer. C'est-à-dire que j'avais tous les copains qui fumaient et déjà j'ai montré un certain caractère parce que j'ai décidé qu'il n'était pas question que je fume ce truc nauséabond qui sentait pas très très bon. Voilà, donc c'est comme ça que tout a commencé. Là j'ai appris qu'on pouvait aussi dire non et ne pas être comme tous les autres. Ensuite, la deuxième fois où j'ai dit non, ça a été au moment où on a voulu me fiancer avec un garçon extrêmement fortuné qui me voyait sur un yacht, donc avec une vie en bleu à siroter des mojitos, alors que moi je me voyais en train d'escalader des falaises en Amazonie pour rechercher des tribus perdues. Donc on n'avait pas tout à fait la même, notion voilà, de ce que nous voulions faire. Mais en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, en fait, c'était écrire, parce que j'ai quand même 15 écrivains dans ma famille, je vous assure. Je pense que si ma famille avait été bouchée, j'aurais été bouchère. Et il s'est trouvé qu'ils étaient écrivains, donc je suis écrivain. Sauf que, à l'époque, je travaillais dans une agence de pub, et on m'a expliqué que être écrivain, ça rapportait pas d'argent. Et que par conséquent, je ne pouvais pas être écrivain, parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Donc, ce qui était assez logique, puisque je n'avais pas épousé le garçon avec le yacht. Et donc j'ai dit non, là, pour la troisième fois, ce fil rouge toujours qui a conduit ma vie, qui a été de dire moi je ne suis pas d'accord, j'ai envie vraiment de faire ce que je veux. Et j'ai donc quitté l'agence de pub dans laquelle j'ai travaillé à l'âge de 25 ans pour écrire Tara Duncan. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Parce que quand vous écrivez un livre de 500 pages, à l'époque il en faisait 1000, qui est de la fantaisie, vous êtes très précurseur. J'avais 25 ans, c'était en 1987, je sais, je ne parais pas du tout mon âge. Et donc, en 1987, j'arrive avec mon livre et je vais voir mon oncle, qui était un très célèbre cinéaste, très très connu, que j'idolâtrais littéralement. Et il a regardé mon livre, il m'a regardé, il m'a dit « Je ne comprends pas du tout, pourquoi est-ce que tu veux écrire, tu n'as aucun talent. » Waouh, merci tonton. Donc voilà, donc déjà au départ c'était un peu compliqué parce que les gens qui sont près de vous ne comprennent pas pourquoi vous avez une vraie passion et pourquoi est-ce que vous avez envie de suivre cette passion. Et donc la gestion de l'entourage, c'est vraiment quelque chose de très important et de très compliqué parce qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser aussi par les gens qui vous aiment, enfin qui sont censés vous aimer, dans le cas de mon oncle. Et vraiment continuer à s'accrocher en fait à nos rêves. Ensuite, évidemment, quand vous sortez de la case dans laquelle on vous a mis, vous êtes considéré comme une espèce de dissident. Et pendant 17 ans, il a semblé que ce qu'avait dit mon oncle était vrai, puisque tous les éditeurs m'ont refusé, sans exception. C'est-à-dire que, en fait, à un moment, je ployais sous les piles, non pas de manuscrits, mais de lettres de refus, que je me fais un malin plaisir de ressortir maintenant que j'ai vendu 10 millions de livres. Revanche, revanche. Et donc, au moment où, effectivement, je pensais que tout était fichu et que ça n'allait absolument pas fonctionner, je me suis dit, je ne vais pas abandonner. Et donc, j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai fait du sport, parce que je me suis rendu compte que la frustration était en train de me rendre folle. Et donc, j'ai trouvé, la seule solution que j'ai trouvée pour éviter de taper sur les gens, ça a été de courir et de faire beaucoup de sport. Et la deuxième, c'est de continuer à écrire, donc de continuer dans ma passion, même si je n'étais pas éditée. Et donc, j'ai écrit une quarantaine de livres en 17 ans, qui n'ont jamais été publiés. Donc oui, j'écris très vite. Oui, admettons. À partir de là, il s'est produit une chose absolument miraculeuse, c'est que Harry Potter est sorti. Et donc, les éditeurs qui n'avaient pas de boule de cristal et qui ne s'étaient absolument pas rendu compte que, effectivement, le fantasy pouvait fonctionner, elles sont tous venues me voir en me disant « Vous n'aviez pas un truc avec des lutins et des dragons ?» C'est super gentil de vous en souvenir, merci. Je suis trop contente. Et donc, j'ai signé au seuil qui m'a payé 3100 € pour mon premier livre. 17 ans de travail, 500 pages. Et donc là, mon mari m'a dit, ça ne va pas être possible.
Tu vas pas quitter ton métier, ce que tu fais, où tu gagnes super bien ta vie, pour ça. Et je lui ai dit, si, et merveilleux, mon mari qui est directeur financier chez Euraseo et membre du directoire, qui est un homme extraordinaire, m'a dit, ok, on va le faire, on va courir le risque parce que j'avais 2 filles, des traites à payer, et là c'est là où est le vrai risque, c'est-à-dire qu'on se dit, on met tout vraiment entre parenthèses, alors qu'on a des traites à payer et des trucs à payer tous les jours. Et c'est ça en fait le truc le plus dangereux finalement, c'est est-ce qu'on va oser le faire? Est-ce qu'on va se mettre en danger? Et je vous dis, ouais, il faut vraiment le faire, il faut vraiment y aller. Parce que la récompense derrière, elle est au-delà de ce qu'on peut imaginer quand on met vraiment tous ces efforts et qu'on y arrive. J'ai donc dû gérer pendant des années ce que vous gérez vous tous les jours, à savoir le non, parce qu'on m'a dit non tout le temps. Et jusqu'au jour où on m'a dit oui. Et il arrive forcément à un moment ou à un autre où on va vous dire oui. Vous qui êtes la force vive de la France, on va vous dire oui. Et j'espère de tout mon cœur que vous suivrez ce chemin-là, qui est un chemin qui part sur le côté, mais qui est extrêmement, vraiment merveilleux. Ensuite, évidemment, ça a été beaucoup plus sympathique parce que j'ai commencé à vendre des livres, sauf que mon premier livre, donc 3 100 €, le deuxième a été payé 15 000 puisque je suis passée tout de suite en best-seller, donc j'étais super contente. Et là, j'ai fait encore quelque chose qui n'est pas habituel, c'est-à-dire que je suis passée d'un éditeur à un autre. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le désir était quelque chose de très important. Enfin, je ne m'étais plus rendu compte depuis longtemps quand même. Mais le désir, en tout cas, dans le business, était quelque chose d'important. Et que quand un éditeur pense que vous lui êtes acquis, il cesse de faire des efforts. Et donc, au bout du 2e bouquin, je leur ai dit, au seuil, je leur ai dit, ça ne va pas être possible, je vais aller ailleurs. Et donc là, de nouveau, j'ai cassé les codes, parce que pour une série, vous êtes censé rester toujours chez le même éditeur. Je suis partie du principe que les lecteurs avaient envie de lire un livre et qu'ils s'en fichaient de savoir si c'était au seuil, chez Flammarion, etc., etc. Et donc voilà, de nouveau, et j'ai bien fait, parce qu'à chaque fois que je suis partie de chez un éditeur, j'ai doublé mes ventes. Donc ce qui prouve quand même que ça fonctionne là aussi. Enfin, et je crois que j'étais assez rapide. Oui, mais justement peut-être on n'arrive pas tout à fait à la conclusion, mais au fond j'ai envie de vous demander, indépendamment évidemment de votre grand talent, est-ce que c'est votre force de caractère, est-ce que c'est aussi la chance, est-ce que c'est le fait de pousser les portes comme vous l'avez fait, de casser les codes, c'est quoi? C'est plus des qualités humaines ou c'est contre un certain système? Qu'est-ce qui vous a... Je crois que c'est vraiment la ténacité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me mettait à la porte, je repassais par la fenêtre. Par exemple, quand je suis allée voir le producteur pour faire le dessin animé, ça n'est pas mon éditeur qui y est allé, parce que normalement c'était censé être son travail. Moi j'ai pris mon petit baluchon et je suis allée le voir en disant, voilà, tu vas mettre 7 millions d'euros pour faire Tara Duncan. Et il l'a fait. Donc si je n'étais pas allée le voir, il est évident que l'occasion ne se serait pas produite. Donc je pense que c'est vraiment une question de ténacité. Et donc c'est ça que vous avez envie de dire aujourd'hui aux chefs d'entreprise, allez-y, battez-vous. Complètement. Ça fonctionne. Quitte à déplaire, parce que c'est sans doute plus difficile dans une entreprise que vous étiez, je dirais, vous-même. Donc c'était peut-être un peu plus simple. Non, parce que dans une entreprise, vous êtes une équipe. Moi, j'étais toute seule. Donc vous êtes tous soutenus, aidés, enfin pas soutenus, pas toujours, parce qu'évidemment, vous êtes aussi tout seul quand vous êtes un chef d'entreprise. Mais vous êtes quand même une équipe. Quand vous êtes tout seul, c'est un petit peu plus difficile, c'est un petit peu différent. Et puis, il faut avoir les bonnes connexions. Donc je pense que les rencontres sont très importantes. Il faut vraiment rencontrer beaucoup de monde. Ça aussi, c'est quelque chose qui me semble très primordial. Enfin bon, vous le savez tous. Là, j'imagine que tout le monde sait que les rencontres, c'est comme ça qu'on avance, évidemment. Merci en tout cas beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Vous allez évidemment pouvoir reprendre la parole tout à l'heure, en tout cas je l'espère. Éric Dupond-Moretti, on vous connaît, vous êtes avocat, pénaliste, très connu. Vous avez obtenu de très nombreux acquittements en cour d'assises. Même le milieu médiatique vous donne un surnom, je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup, c'est acquittator. Mais vous m'avez expliqué tout à l'heure que c'était franchement, c'était pas bien, c'est les journalistes qui disaient ça, mais il faut surtout pas en parler. Enfin, en tout cas, le résultat est là. Vous avez une personnalité très forte. On connaît évidemment un certain nombre d'affaires où vous avez plaidé, que ce soit Jérôme Kerviel, Yvan Colonna, le procès Outreau, Jacques Viguier, etc. Bon, je prends quelques exemples là. Quand vous avez vu ce thème, c'est-à-dire ligne jaune,
fil rouge, ça vous a inspiré quoi par rapport d'abord peut-être à votre façon de travailler, à votre façon peut-être de bousculer un petit peu les codes établis? Ou peut-être pas d'ailleurs? Rien. Non, rien, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était la conceptualisation de quelque chose que je faisais naturellement. Fil rouge, ligne jaune, ça dépend d'abord de la personnalité des uns et des autres et de leur nature. Je me suis rendu compte que finalement c'était un peu comme Jourdain qui pratiquait la prose sans le savoir et que je m'étais jamais posé la question. Alors j'ai quand même été amené, conduit, c'est plus juste, à faire un effort minimum, parce qu'il faut être dans le thème. Le fil rouge pour un avocat, c'est la défense, et la défense à tout prix. Le fil rouge, ça commence souvent par la visite d'une mère qui vous explique que son fils est incarcéré, qu'il est innocent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? C'est une vérité judiciaire qui se dégagera de tout un processus qui est très long, police, juge d'instruction, phase de jugement. Le fil rouge, c'est intervenir dans un dossier sans y mettre de la morale. Non pas que l'avocat soit amoral, mais sa morale à lui n'a rien à voir dans la défense de celui qu'il défend. Moi, je suis à un moment la voix de celui qui n'en a plus. Et qui, quel qu'il soit, quelle que soit sa position sociale, se retrouve broyé par la machine judiciaire, à tort ou à raison. La ligne jaune, c'est un peu plus compliqué, la ligne jaune. D'abord, il y a une ligne absolument infranchissable, c'est celle de la légalité. L'avocat ne peut pas se comporter comme un voyou. Bon, certes, dans la fantasmagorie, l'avocat est grassement payé pour faire triompher le crime. Ça n'est pas la réalité. Les règles de la déontologie, les règles de la loi, vous ne pouvez pas évidemment contacter un témoin, menacer un témoin, suborner. Il y a des tas de choses qui sont interdites, ce sont les règles de la loi. Les autres règles, moi je suis de ceux qui pensent que quand on a la chance d'avoir un métier comme le mien, d'une totale, absolument totale liberté, il faut naturellement s'en servir. Et nous sommes dans une institution judiciaire qui est totalement sclérosée. Elle a l'arrogance des vieilles dames, si j'ose dire, car elle considère a priori qu'elle ne se trompe jamais. Et si vous voulez un chiffre, le seul, il y a depuis 1945 7 révisions. Alors qu'il y a naturellement bien plus d'innocents condamnés que ces 7-là. Le dernier en date, d'ailleurs, pour mémoire, ce sont 2 hommes qui ont été condamnés par 2 cours d'assises, donc postérieurement à la réforme qui instaure le droit d'appel. Ils ont purgé 13 ans de réclusion criminelle, ils ont été totalement innocentés. On a retrouvé les coupables, leur jugement aura lieu prochainement, ils ont été remis en liberté. 7 fois depuis 1945. L'avant-dernier en date, j'ai eu l'honneur de plaider pour lui, c'est Loïc Séché. Et des affaires qui ont été suivies par tous, je pense en particulier à l'affaire Doutreau, qui présente au moins un mérite, c'est d'avoir présenté aux Français la justice telle qu'elle est, a permis de comprendre à quel point il y avait une espèce de corporatisme forcené. Ce qui me sidère, c'est que quand on parle de la justice, on en parle toujours avec une espèce de crainte révérentielle. Que les politiques le fassent, pourquoi pas, la justice est un des pouvoirs régaliens extrêmement importants et on imagine mal les politiques dire qu'ils n'ont pas confiance dans la justice de leur pays. Personnellement, j'ai davantage confiance dans la cuisine de mon pays. Mais je ne le dis pas dans une espèce de facilité provocatrice, je le dis parce que je la connais. Et que je pense depuis une trentaine d'années en mesurer un peu les qualités et les dysfonctionnements. Il y a une phrase absolument merveilleuse d'un magistrat qui s'appelait Casamayor, qui est fondateur du syndicat de la magistrature, qui disait « La justice est une erreur millénaire qui veut que l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu ». Elle a donc cette institution les qualités de l'administration, elle en a aussi les travers. Moi, je me suis dit que, finalement, on avait la justice que l'on méritait, surtout quand on était un professionnel, et qu'il fallait dire les choses.
Alors, il faut les dire dans la limite, évidemment, du bon vouloir du juge, parce qu'il y a des juges qui peuvent faire payer, non pas à vous, mais à celui que vous avez l'honneur de défendre, le prix de cette forme d'insolence. En même temps, je ne suis pas convaincu que ceux que j'ai eu l'honneur de défendre aient payé ça plus que d'autres. Je pense qu'il faut dénoncer un certain nombre de travers. Il y a par exemple des choses qui mériteraient véritablement qu'on s'y attache et qu'on s'y attaque peut-être. L'École nationale de la magistrature, qui a pour seul mérite d'être à Bordeaux. Mais qui, à mon sens, formate de façon extrêmement inquiétante de jeunes hommes, de jeunes femmes qui sont sans doute pleins de bonne volonté. Il y a longtemps de cela, j'avais rencontré Madame Lebranchu, place Vendôme. Elle m'avait dit, mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à ma place? Et je lui ai dit très modestement, Madame, à l'entrée de l'ENM, j'instaurerai une expertise psychiatrique et 2 à la sortie. Non mais, ça n'est pas là non plus de la provocation. Il y a des gens qui veulent devenir magistrats et qui portent en eux les ferments d'une véritable volonté de bien faire et d'une humanité qui est incontestable. Il y a aussi des gens qui rentrent là-dedans pour régler leurs comptes. Avec tout le monde. Le riche est mal vu parce qu'il est riche, le pauvre parce qu'il est pauvre, l'intelligent est machiavélique, le stupide est une bête. Il faut se défier de tout ça. Et moi, je pense que l'encastement des gamins est une très mauvaise chose. D'ailleurs, en Suisse, par exemple, un pays que je connais bien, mais pas pour les raisons qui sont... Non, Pierre Botton... C'était une réflexion de France-Olivier Gisbert. Ah oui, mais ça m'étonne pas, c'est un journaliste. Non, en réalité, la Suisse, je la connais bien parce que j'ai plaidé à plusieurs reprises devant la cour d'assises. On vient d'ailleurs de supprimer le jury populaire à Genève. Et les avocats et les magistrats ont la même formation, ils sont tous issus de la même école. Et ils ont cette formule a un avantage, c'est qu'ils se respectent. Et quand vous allez voir un juge suisse, quand vous allez voir un juge belge, c'est d'ailleurs le même système, c'est formation unique, le tronc commun, vous faites en 25 minutes de discussion davantage que chez nous en 6 mois. Donc l'École nationale de la magistrature, on pourra en reparler si ça vous intéresse, de mon très modeste point de vue, est à supprimer. Et... Ah mais... Non mais je ne suis pas la seule voix à tenir ce discours. Vous pensez que je suis venu ici vous amuser, mais pas seulement. Je suis très sérieux, je pense qu'il faudrait une formation commune, un tronc commun, pour que les avocats et les magistrats apprennent à se parler, à travailler ensemble. Les avocats pénalistes sont souvent très mal vus par les juges, et l'inverse n'est pas faux non plus. Je suis également, mais c'est une autre idée qui fait son chemin, pour la séparation du siège et du parquet. Enfin, comment peut-on devenir juge du siège quand on a été 10 ans procureur? Comment peut-on sauter d'une branche à l'autre? Moi, je pense que les procureurs doivent sortir des palais de justice, comme ça se fait dans d'autres pays, y rentrer comme y rentrent les avocats, et qu'il y ait au milieu un juge du siège à équidistance entre toutes les parties. Le système est totalement gangréné. Et dans un livre que je viens de publier chez Lafon, parce que personne ne l'a dit, qui s'intitule Bête noire, que je vous recommande, j'explique ce que j'ai vu dans ma carrière d'avocat, des petits arrangements entre amis, où franchement, la défense n'a plus strictement aucune place, et où les dés sont totalement pipés. De grands magistrats, aujourd'hui, je pense à M. Nadal, je pense à bien d'autres, on pourrait faire la liste, M. Nadal qui était procureur général près la Cour de cassation, discutent de la séparation du siège et du parquet. Des accusateurs d'un côté, des avocats de l'autre, et un juge au milieu, je l'ai dit, à équidistance entre les deux. Je suis également pour la suppression du juge d'instruction, je trouve que malheureusement, on est allé vite en besogne et que ça méritait autre chose que les propositions telles qu'elles ont été faites à la hâte
par l'ancien pouvoir. On aurait pu avancer sur cette réforme. Moi, je suis tout à fait favorable à la suppression du juge d'instruction parce que je pense que le juge d'instruction est le cousin germain du procureur. Et qu'il y a entre les deux l'espace d'une feuille, papier de feuille à cigarette. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que même la symbolique n'est plus respectée parce que dans certains palais de justice, vous avez au 11e étage les 3 procureurs et les 3 juges d'instruction. Et rien ne les sépare. Et puis, évidemment, mais je pense que le public sera là convaincu, et ce n'est pas de la facilité, pour une vraie responsabilité des juges. Vous êtes responsable de ce que vous faites, et on vous juge tous les jours parce qu'un salarié, dans le cadre d'un accident de travail dramatique, s'est fait exploser parce que le tuyau de 600 mètres carrés de tuyau a explosé à un endroit donné, vous deviez le maîtriser. Je ne veux pas remettre ça en cause, mais cette vérité judiciaire de la responsabilité, elle s'applique à tous dans notre pays, sauf aux juges. Et moi, je pense que quand on... Et moi, je pense que quand on juge tout le monde, et que quand en matière de justice, on commet un certain nombre de fautes, je vais vous en donner une toute simple, j'ai des affaires pénales qui ont duré plus de 12 ans. Mais celui qui a vécu ça dans sa chair, dans ses tripes, avec parfois malheureusement un moment de détention provisoire dramatique, et qui est jugé 12 ans après, il a le droit d'exiger de ceux qui n'ont rien fait une forme de réparation. Alors voilà, le fil rouge, je me suis fait expliquer par Madame la Présidente ce qu'était le fil rouge, enfin, d'où ça venait, pas venu pour rien, c'est Goethe, je le dis à tout le monde. La ligne jaune, c'est celle de la liberté. Je pense que quand on a la liberté d'un avocat, consacré par les principes généraux de notre droit et donc consacré par notre Constitution, il faut en user et parfois même en abuser. Voilà en 2 mots ce que je voulais vous dire et naturellement je répondrai à toutes les questions que vous voudrez me poser. Merci beaucoup, Maître. Je me tourne maintenant vers un chef d'entreprise, un entrepreneur. Mo Ibrahim, vous êtes anglo-soudanais, vous avez fondé Celtel. Celtel, pour ceux qui ne savent pas, c'est 24 millions d'abonnés au téléphone en Afrique. Vous êtes d'ailleurs un spécialiste du continent africain. Vous avez créé une fondation, d'ailleurs, c'est très intéressant, qui évalue tous les ans la gouvernance de chaque pays africain. Et quand je dis gouvernance, c'est à tout point de vue. C'est pas seulement du point de vue économique, c'est également sur les droits de l'homme, ceux qui ont développé leur pays, ceux qui ont fait développer le développement des citoyens. C'est une expérience tout à fait passionnante. Vous avez même créé un prix. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. J'imagine que là aussi, chez vous, donc dans ce continent africain qui connaît un certain nombre de soucis et de problèmes, là aussi, vous souhaitez et vous avez déjà bousculé, je dirais, les codes établis. Allez-y. Pour 8 à 10 minutes. Je vous en prie. Thank you very much, guys. Let me start by apologizing. Unfortunately, I cannot speak French. Nobody is perfect. And my country happened to be colonized by England, not by France. So... If you want to reach to your, Donc n'hésitez pas à mettre votre casque. Je serai assez rapide. J'ai 3 histoires à vous raconter. La première, pourquoi je suis passé de l'université. J'étais directeur de British Telecom. Et puis, j'ai introduit les premiers portables conçus par moi en Angleterre. Et ensuite, j'ai pris une décision. On était en 1989, bien avant la vague des dot-com, des applications, des logiciels, etc. J'ai décidé de quitter mon emploi, que j'appréciais beaucoup au demeurant, pour monter ma propre entreprise. Donc ça, c'était en 1989. Tout le monde m'a pensé que j'étais fou. Quand je dis tout le monde, c'est mes amis, ma famille.
Et puis j'ai commencé à concevoir des réseaux en tant que consultant. J'ai commencé chez moi, dans ma salle à manger de mon petit appartement. Et en 89, l'entreprise, nous avons beaucoup développé. On a commencé à développer la plupart des réseaux GSM du monde, enfin Moscou, Tokyo. On a beaucoup travaillé un peu partout. Et puis finalement, on a revendu notre société, 900 millions de dollars. C'est pas mal parce qu'on avait démarré avec 500 000 dollars. Alors voilà, ça c'est la première histoire, la première anecdote. Comment on sort de l'enceinte universitaire, d'un poste assez plan-plan pour prendre l'air et s'ouvrir un peu les yeux et les poumons. Deuxième anecdote, j'ai remarqué qu'il n'y a pas... on construit des réseaux partout, à Moscou, à New York, à Shanghai, à Singapour, à Paris, mais pas en Afrique. On n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'il fallait faire en Afrique. Et personne parmi les clients n'était prêt à développer un réseau de mobile en Afrique parce qu'on pensait que l'Afrique, c'était un endroit dangereux où il ne fallait surtout pas aller investir. Moi, ce n'était pas ce que je pensais. Et là aussi, contre toute la sagesse reçue, ça c'était en 88, avant que j'ai revendu ma première boîte. J'ai démarré une autre société, Semtel, 11 millions de dollars, et on s'est concentré sur l'Afrique subsaharienne, dont on pensait que c'était probablement la région à plus haut risque en Afrique. Et 7 ans plus tard, on a revendu la société, 3,4 milliards de dollars. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que on a essayé de se battre contre les conventions, la convention disant qu'on ne pouvait pas faire d'affaires en Afrique. On a démontré que c'était l'inverse et on a démontré, ce qui est plus important encore, qu'on peut faire de bonnes affaires en Afrique sans pour autant payer des pots de vin. Et ça donnait à la corruption. Je sais que vous êtes homme d'affaires, c'est quelque chose qui est vraiment important. J'espère que vous aurez saisi cela. Lors de du premier conseil d'administration, on a décidé qu'il n'y aurait pas un seul dollar de pot de vin. Quelqu'un nous a dit que ce ne sera pas possible. Alors, on a fait quelque chose de très simple, contrairement à tous les grands groupes américains, qui disent tolérance zéro pour ce qui est de la corruption pendant les conseils d'administration, mais ensuite tout se fait au niveau des filiales. C'est là qu'on glisse l'argent dans les poches. On a décidé qu'aucun dirigeant des sociétés, et j'avais une 50aine de postes, puisqu'on a 50 filiales en Afrique, aucun de ces directeurs généraux ne pourrait signer un chèque de plus de 30 000 dollars sans l'approbation du Conseil. Décision qui a été considérée comme très dure. On a réussi, on a tenu bon, et ça s'est avéré être un outil très efficace. Il n'y a pas de corruption, on ne verse pas il y a de pot de vin. Et puisque tout le monde sait que vous ne payez pas de pot de vin, vous ne donnez pas de pot de vin, personne ne vient vous enquiquiner. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait personne en Afrique dans le secteur des télécommunications. Et au départ, l'entreprise qui a démarré à 11 millions de dollars, je l'ai revendue, je vous l'ai dit, à 3,4 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a revendu la société, il n'y avait que 19 millions de dollars, 90 millions de dollars d'endettement. C'est quand même très bizarre. 3,4 milliards, la raison, c'est simple, c'est que toutes ces banques, ces grandes banques, ne prêtaient sous aucun prétexte un seul centime à une entreprise qui faisait des affaires en Afrique. C'est vrai que le siège était à Amsterdam. On avait comme actionnaire
enfin les banques, les grosses banques, au moment le gouvernement britannique, des gouvernements des pays de l'OPEC, beaucoup d'investisseurs triple A, et pour autant les banques refusaient de prêter de l'argent à une entreprise africaine, et tous les gens qui géraient notre boîte, qui ont été pris dans la crise des subprimes aux États-Unis, bien sûr, ils n'ont pas réussi à prêter le moindre centime. Et les bénéfices, 250 milliards par an, l'année où on a revendu la société, ça vous donne un petit peu une idée de la stupidité de nos banquiers. Troisième histoire. Alors, vente de la société, donc j'avais pas mal d'argent. Moi, j'ai des origines modestes, ma famille était pauvre, et d'un seul coup, je me retrouve avec énormément d'argent. Alors, j'en ai parlé à mes enfants, ça s'est mis d'accord, on a dit on n'a pas besoin de tout cet argent, il faut que cet argent, on le rende à l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on a créé une fondation, et plutôt que de vendre des couvertures ou du lait, ce qui est tout à fait intéressant par ailleurs. J'ai pensé que je me suis posé la question, comment se fait-il que les gens soient pauvres en Afrique? Il n'y a pas de raison, parce que l'Afrique, c'est le deuxième plus gros continent de la planète. En termes de kilomètres carrés, l'Afrique a plus de ressources que n'importe quel autre endroit du monde. Tous les Africains, 900 millions, deux tiers de l'Inde, beaucoup moins que la Chine. Alors comment se fait-il, donc il n'y a pas énormément d'Africains, comment se fait-il qu'un continent qui a tellement de ressources et autant d'espace à sa disposition, pourquoi est-ce que la population est pauvre? La réponse à la question, à mon avis, c'est celle-ci. C'est à cause d'une mauvaise gouvernance. On n'a pas de leader de qualité, il n'y a pas d'autre raison. Et avant qu'on ne désigne les autres, parce que toutes les puissances coloniales et avant vous, ceux qui ont pratiqué l'esclavage, bien sûr, ont été responsables de ce phénomène. Et comment se fait-il que l'Afrique n'ait pas avancé, n'ait pas progressé, contrairement à la Corée, Singapour, la Chine? La réponse est incontestablement parce que nous n'avons jamais eu de chef digne de ce nom et de bonne gouvernance. C'est pour ça que nous avons décidé de créer une fondation qui se concentre sur les questions de gouvernance et direction des opérations, de leadership. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la bonne gouvernance? Les gens vont vous dire, une bonne gouvernance, ça veut dire absence de corruption, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, etc. En fait, c'est tout cela à la fois. C'est la bonne politique économique, c'est l'éducation, c'est la parité, les droits des femmes. On a produit un index qui contient toutes les données concernant les pays africains. C'est assez exhaustif. On a mesuré 100 paramètres publics, politique publique, droits de l'homme, transparence, la situation, les conditions des femmes, l'éducation, la santé, etc. On a tout mesuré. On a mesuré les résultats de toutes les politiques en place, le nombre de kilomètres de routes qui ont été construits pendant l'année, le nombre de lignes téléphoniques, qu'en est-il de la dette publique, qu'en est-il de l'inflation, etc. Donc c'est un document de plus de 350 pages qui décrit précisément ce qui se passe partout en Afrique. Et c'est un rapport annuel qui montre comment les pays évoluent au fil des ans. Et puis nous avons effectivement lancé un prix, le prix du leadership africain. C'est quelque chose qui motive bien sûr les chefs africains, un chef d'État africain qui arrive au pouvoir par les voies démocratiques.
et qui accepte de quitter son poste à temps, qui a mis en place des politiques utiles au cours de sa présidence. 5 000 $, voilà le prix. Et on veut absolument rendre hommage à ces chefs d'État qui prennent les bonnes mesures et qui... Our conclusion. If you want. Thank you. Alors très rapidement, tous nos chefs d'État ne sont pas forcément fiables. On est encore assez loin des objectifs que s'est fixé ce prix. Je ne sais pas si vous connaissez le président Chissano. Vous avez entendu le président Moraï. Levez la main si vous avez entendu parler du président Moraï. Personne. Mugabe, vous connaissez? Levez la main ceux qui connaissent Mugabe. Alors, voyez à quel point vous êtes inculte. Vous ne connaissez même pas les héros de l'Afrique, vous ne connaissez que les criminels. C'est pour ça qu'on a voulu lancer ce prix. Et je m'arrête là parce qu'apparemment, je n'ai plus de temps à ma disposition. Merci. Merci beaucoup. Je pense que chacun aussi autour de cette tribune et vous dans la salle ont pu admirer, je dirais, cette forme de courage. On se disait avec Alain Juppé, ancien ministre des Affaires étrangères qui connaît bien l'Afrique, formidable, bravo, il fallait le faire. Et je pense que c'est en tout cas une leçon. Merci beaucoup. Alors on va revenir un peu maintenant à la justice, mais pas tout à fait dans le même esprit. Pierre Botton maintenant, vous êtes un ancien homme d'affaires, président fondateur des Prisons du Cœur. Vous avez pris cette décision lourde, j'imagine, pour vous, sûrement très personnelle, après avoir connu, justement, et c'est quelque chose que vous avez assumé complètement, vous avez connu la prison de l'intérieur. Mais à la force du poignet, vous avez entamé un combat après pour, je dirais, obtenir de meilleures conditions de la vie carcérale. Et vous avez obtenu la décision, par exemple, de construire un projet de prison expérimentale d'un genre tout à fait particulier. Vous allez peut-être nous en dire un petit mot. C'est à Saint-Julien-sur-Suran. Mais là aussi, vous avez dû vous battre parce que ça n'a pas été facile. Vous allez nous raconter comment et pourquoi. Bonjour, merci beaucoup. Je crois que vous, en m'invitant, tu peux rajouter, Gilles, que je suis un ancien détenu et je me présente comme cela. Et je crois qu'en m'invitant, le MEDEF, vous avez franchi la ligne jaune, Madame Parizeau. Et merci beaucoup. Les prisons, je vais vous dire, c'est 77 000 détenus au 1er août, 12 000 détenus de trop, ça ne vous parle pas, c'est des chiffres. C'est, il y a un mois, dans une prison qui venait d'être construite, 4 personnes dans une cellule, par terre, avec des matelas. Mais ça non plus, quand on n'a pas la prison, connu la prison, ça ne parle pas. Ce qui va vous parler, c'est que l'administration pénitentiaire, avec laquelle j'ai des rapports très difficiles, comme avec beaucoup d'administrations même, l'administration pénitentiaire, il y a un an, a pris un décret. Ça, c'est la taille minimum d'un dessin d'enfant pour qu'il rentre en prison. Voilà contre quoi je me bats. Et quand j'ai alerté le garde des Sceaux, l'Élysée, la presse, rien n'a bougé. Alors je suis allé sur BFM Télé et j'ai dit, les gens qui ont fait ça, je demande leur tête. Et j'ai demandé un rendez-vous à l'administration pénitentiaire, et je les avais tous en face de moi. Et je leur ai dit, tant que vous n'aurez pas compris que si nous avons commis des fautes, car moi je reconnais que je méritais la prison, mes enfants n'avaient rien fait pour subir cela. Et qu'il faut faire très attention, parce que lorsque on attaque la famille, on prolonge la peine. Je rappelle que la peine, c'est la privation de liberté. C'est pas l'humiliation, c'est pas la privation de voir ses enfants, c'est pas la privation de se reconstruire. Lorsque j'étais incarcéré, je vous parle de mon expérience personnelle, mais je ne suis pas un exemple de la détention.
Mais lorsque j'étais incarcéré, j'ai fait une tentative de suicide et pour m'en sortir, j'ai absorbé toutes les saloperies que l'on peut absorber. J'ai mis 3 ans à me sevrer. 3 ans. J'ai fait ensuite, à la demande d'un juge d'application des peines, une analyse à Sainte-Anne, où je suis toujours, je n'ai pas de honte à le dire, parce que c'est très difficile pour moi d'être devant vous aujourd'hui pour parler de ça. C'est pas facile. C'est un gros travail sur soi-même, où il faut choisir. Merci. Merci beaucoup. À chaque fois, j'ai le choix entre la cause que je défends, portée par ce que j'ai fait à mes enfants, et me protéger. J'ai choisi, pas tout le temps. Là, c'est une occasion unique que Madame Parizeau m'a offerte. Je ne pouvais pas la laisser passer. Donc juste pour vous dire, ne croyez pas que la prison, ça ne concerne que les voleurs. Aujourd'hui, avec les lois sur le cannabis, sur la consommation de drogue, avec les lois sur les délits routiers, tout le monde peut passer 2 ou 3 jours en prison. C'est ce qui s'appelle le choc carcéral. Tout le monde. Il y a aujourd'hui, en France, 25% de gens qui sont présumés innocents. Ils sont peut-être condamnés, ils sont présumés innocents. Est-ce qu'ils peuvent se reconstruire dans ce qu'on leur livre aujourd'hui? Là encore, juste, ça fait 30 ans que la France était condamnée par les cours européennes. Maintenant, il y a un exploit. Les tribunaux français condamnent la France pour les conditions de détention et on doit indemniser des détenus. Donc, fort de ce constat, j'ai essayé effectivement de promouvoir un projet différent qui est très simple. La peine, c'est la privation de liberté. Je dis bien qu'il est réservé aux primo-incarcérés, hors crime sexuel, hors crime de sang, condamnés à des peines de moins de 5 ans. Et là-dedans, j'ai été accompagné par des gens extraordinaires, et je veux les citer. Monsieur De Castres, AXA, Monsieur Lachmann, Schneider Electric, Monsieur de Taverneau, M6, Lafarge, Safran, la FNAC, des gens que je ne connaissais pas. Je suis allé les voir et ils m'ont dit, Monsieur Botton, nous on prend un risque pour notre entreprise, mais on croit que l'homme peut changer. Donc on va vous accompagner. Aujourd'hui, ce projet, ça fait 1 an et demi qu'on me dit qu'il va se construire. Bien entendu, il n'est toujours pas construit. Et je me bats parce que je veux qu'il se construise. Je le souhaite. C'est une expérimentation pour 120 détenus. Moins d'1% des détenus, il n'y a pas de risque. Mais il y a un risque considérable pour l'administration. Considérable. Et pour le système. Ce système que souvent vous-même, pour réussir dans vos entreprises, vous avez dû combattre. C'est que ça marche. Parce que si ça marche, si jamais on diminue le taux de récidive, qui est aujourd'hui de 59% dans les prisons françaises, c'est-à-dire le plus haut de tous les pays d'Europe, si ça marche, c'est 30 ans de politique pénitentiaire qu'il faut plier. Et je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, j'ai vu Madame Taubira. C'était avant l'été, et je lui ai demandé 2 choses, vachement compliquées. Vachement compliquées. Que les détenus aient une douche par jour pendant l'été parce qu'il fait chaud. Ça n'a pas été fait. La deuxième chose, ça a été que comme l'été, c'est les vacances, qu'on augmente les parloirs familiaux. C'est-à-dire qu'on permette aux enfants de voir leurs parents incarcérés plus longtemps. Ça n'a pas été fait. Voilà contre quoi je me bats. On me reçoit. On a des soutiens extraordinaires. Vous savez, on me dit souvent, vous avez le showbiz. Oui, oui. J'ai Yannick Noah, Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault. Mais j'ai également les noms que je vous ai cités. Mais j'ai également les 3 obédiences religieuses au plus haut niveau. J'ai également la première association de victimes, Monsieur Boulet. Un monsieur dont la fille a été violée et tuée il y a 20 ans. Il est avec nous. J'ai également la première association des juges nationaux d'application des peines. Et parfois, c'est vrai, je t'en veux pas du tout, Eric, tout à l'heure, mais quand il y a eu la vanne de France sur la Suisse, immédiatement, ça ne pouvait être que moi qui l'avais faite. Non. Et j'ai le sentiment parfois que si ce projet était porté par quelqu'un d'autre, peut-être pas par un ancien détenu, peut-être qu'il irait plus vite. Alors, on est là pour la transgression, et vous avez à chaque fois, comme je vous l'ai expliqué, j'ai le choix entre ma cause et les codes. Et je vais transgresser devant vous.
et je vais transgresser quelqu'un que je respecte. Il s'appelle Alain Juppé. Et juste pour vous expliquer quelle est la dureté de mon combat. Alain est un homme, écoutez bien ce que je vous dis, que j'aime. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'aime. Parce qu'incarcéré, lorsque j'étais incarcéré, il était Premier ministre et il a eu le courage de recevoir ma famille en leur disant « Je ne ferai rien pour Pierre, je ne peux rien faire pour lui ». Et il y a exactement 30 minutes, je me bats pour avoir une... Je répète bien, Alain est un humaniste et quelqu'un que je respecte. Nous avons lancé une pétition auprès des députés pour avoir instauré 2 journées de la transparence par an. C'est-à-dire 2 journées où les députés, qui peuvent rentrer quand ils veulent en prison, vont pouvoir rentrer avec la presse à l'improviste, où ils veulent, 2 fois par an. Car toutes les fois qu'un pays veut cacher quelque chose, il cache les prisons, il n'ouvre pas les médias. La média est une clé. Bien sûr que je fais des médias, mais à chaque fois, c'est très compliqué pour moi, vous l'avez compris, mais c'est comme ça que les choses avancent. Et je demandais à Alain tout à l'heure, que je répète, qui est un être humain et que je respecte. Je lui ai dit, Alain, est-ce que tu peux signer ma pétition? Et il me l'a joué à la 30 ans de politique, en me disant, mais je ne l'ai pas reçue, tu veux que je la signe tout de suite, je vais la lire, bon, peu importe, d'accord. Ok. Et je vais t'expliquer, Alain. Il va pouvoir vous répondre. Oui, bien sûr. Il va répondre. Bien sûr. Et Alain, je veux que tu saches une chose, c'est que si je transgresse aujourd'hui, c'est pas pour me faire un plaisir. C'est parce que si j'en suis à 210 députés qui ont signé de toute tendance. Si toi tu signes, Alain, tu m'en amènes 50, la majorité elle est à 290. Merci Alain. Alors ça, c'était pas tout à fait prévu, je vous le jure, mais il est évident que Alain Juppé a droit de répondre à Pierre Botton. Donc on va lui laisser la parole maintenant, Alain Juppé. Pierre Botton vous a posé une question, vous êtes obligé ou pas de répondre, mais ça sera, je dirais, l'occasion de dire un mot. Mais je vais quand même aussi demander juste avant peut-être à Éric Dupond-Moretti, par rapport à ce qu'a dit il y a un instant Pierre Botton, de réagir. Est-ce que pour vous c'est un combat justifié? Est-ce que ça va marcher ou pas avec votre expérience? D'un mot, ensuite je laisserai la parole à Alain Juppé. Moi je suis un fan absolu de Pierre Botton, je le lui ai dit. Si je pouvais signer la pétition, je la signerais. La France, pays des droits de l'homme, est le pays le plus condamné après la Turquie. Nos conditions carcérales sont la honte de notre grande démocratie. Il est insupportable, quel que soit ce qu'un homme a pu commettre ou ne pas commettre, qu'il ne puisse pas bénéficier de plus d'une douche par semaine. Et je me dis parfois qu'on vit dans un drôle de pays, parce que si on enfermait un ours des Carpates ou un bonobo, ou que sais-je encore, dans les conditions dans lesquelles des hommes sont enfermés chez nous, il y aurait des gens dans la rue pour manifester. Et puisque vous me posez la question, je suis effectivement de tout cœur avec Pierre Botton. Et puis, il y a aussi notre protection dont il est question. Parce que quand la prison n'est plus ce chaudron de la récidive qu'elle est aujourd'hui, je pense qu'on a tous gagné en termes de sécurité. Et tenir les gens dans des conditions qui sont inhumaines, c'est les faire sortir de là, peut-être pire qu'ils n'y sont rentrés pour ceux qui sont coupables. Et c'est une réflexion citoyenne que l'on doit tous avoir. Ça n'est pas un problème subsidiaire. J'ai été extrêmement frappé, j'ai évidemment suivi, comme nous tous, la dernière campagne électorale, et je n'ai pas vu que ce thème ait été abordé. Par aucun des candidats d'ailleurs, alors que c'est un problème central. La sécurité est un problème central, j'en disconviens pas, mais la façon dont on traite les condamnés, c'est de façon consubstantielle liée à notre sécurité. Parce que ce que l'on fait de ces hommes, naturellement, conditionne aussi ce qu'ils feront.
Et je trouve qu'il y a dans ce combat-là un courage qui me touche infiniment. Merci. Merci beaucoup. La parole maintenant à Alain Juppé, maire de Bordeaux, ancien Premier ministre, ancien ministre. Vous allez évidemment, j'imagine, répondre à Pierre Botton. Et puis j'ajouterai juste, ce matin, quand on s'est parlé au téléphone, quand on a parlé du thème, je lui ai dit fil rouge, ligne jaune. Il m'a dit, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ligne jaune. Alors c'est comme ça que je lui passe la parole. On va voir. Alain Juppé. Bien, merci. Pour être fidèle à l'image que vous vous faites sans doute des hommes politiques, je répondrai à Pierre Botton, mais pas tout de suite. Comme beaucoup de personnes présentes sur cette tribune, quand j'ai lu l'intitulé de notre conférence, fil rouge et ligne jaune, je vous avoue que cela m'a laissé extrêmement perplexe. Je ne comprenais pas très bien l'enchaînement logique. Alors, ligne jaune, bon, ça va, à ne pas franchir. Fil rouge, plus difficile, et je me suis donc concentré sur la couleur. Rouge, c'est la couleur de la rébellion et de la révolution. Et je me suis donc dit que le sujet, c'était celui-ci, la règle et la transgression de la règle. Et puis, en poursuivant ma réflexion, je me suis dit aussi que, compte tenu de la composition de ce panel, j'étais un peu le mouton noir ici, puisque nous avons beaucoup de transgresseurs professionnels, si je puis dire, autour de nous, autour de moi, et que je me situe, c'est vrai, plutôt du côté des lignes jaunes que du côté du drapeau rouge. Mon tempérament, mon expérience, je serais tenté de dire ma culture personnelle, me porte plutôt au goût de l'ordre qu'à celui du désordre, et à la conviction qu'aucun groupe humain, quelle que soit sa taille, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une collectivité, d'une nation, ne peut vraiment fonctionner s'il ne se dote pas d'un certain nombre de lignes jaunes, c'est-à-dire de limites à ne pas franchir et à ne pas transgresser. Je ne développe pas ce point. La littérature philosophique, politique, sociologique sur cette question est infinie. J'ajouterai simplement que, selon moi, le problème de nos sociétés contemporaines, ce n'est pas tellement la transgression, parce que là, il y a beaucoup de candidats, par les temps qui courent. C'est plutôt celui de la définition de la ligne jaune, de son tracé et du respect qui lui est dû, parce que depuis qu'il est interdit d'interdire, on voit bien que les repères se sont brouillés, que nous sommes dans une grande confusion de valeurs, et que le principe même d'autorité est aujourd'hui bien fragile, y compris là où il devrait être transmis pour commencer à nos enfants, je veux parler de notre système éducatif. Et j'étais donc porté à en conclure que notre réflexion devait porter prioritairement sur la définition et l'acceptation des règles qui rendent la vie ensemble possible et aimable. Ce problème des règles, j'ai été très sensible à la façon dont Mo Ibrahim l'a abordé tout à l'heure, et je partage totalement son sentiment, d'abord sur les potentialités extraordinaires du continent africain, et ensuite sur la vraie difficulté auquel se heurte l'essor de ce continent, c'est-à-dire la qualité de sa gouvernance et la qualité de son leadership, ce qui nous ramène d'une certaine façon à la définition des règles et d'un ordre commun accepté. Je voudrais insister sur ce mot d'acceptation des lignes jaunes, parce que mon expérience d'élu local m'a beaucoup renforcé dans cette conviction. Aujourd'hui, la règle ne peut plus être parachutée d'en haut ou de l'extérieur. Nous sommes dans un monde, notamment dans le nôtre, ici en Europe et en France, où il y a une exigence absolue, pas simplement de concertation, c'est plus que ça, pas simplement de participation, c'est plus que cela, je dirais de co-élaboration de la règle et de la ligne jaune, et même de co-prise de décision. Et ça change grandement l'exercice des responsabilités. J'imagine que c'est le cas dans l'entreprise. Je suis maire de Bordeaux, c'est-à-dire chef d'une entreprise de 4000 salariés, d'une certaine manière, et puis à la tête d'une collectivité qui en a plusieurs centaines de milliers. J'ai vu évoluer les choses au fil des années. Je ne peux plus piloter aujourd'hui ma ville comme je le faisais il y a 17 ans quand j'ai été élu pour la première fois.
J'ai un exemple qui me vient en tête, très précis, un équipement de quartier, une salle de quartier. Il y a 17 ans, voilà, j'écrivais le cahier des charges et je lançais un concours d'architecture pour qu'un architecte passe à l'acte. Aujourd'hui, il me faut 2 ou 3 ans pour réunir les riverains, les associations, et pour leur demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à cet endroit-là. Et c'est seulement quand on a fait ce chemin-là qu'on peut définir le cahier des charges et lancer le concours d'urbanisme. Je parle de Bordeaux, alors juste une petite parenthèse à l'intention d'Éric Dupond-Moretti. Je suis, j'y reviendrai dans un instant, assez proche de lui sur toutes les réformes de la justice qu'il a évoquées. Il y a un seul point sur lequel je suis un peu en désaccord. On pourrait peut-être trouver une solution qui permettrait de maintenir l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, quitte à y former à la fois les avocats et les juges. C'est une solution de compromis que je propose aujourd'hui. Bon, tout cela est peut-être hors sujet, je voudrais donc en revenir au sujet, c'est-à-dire non pas l'ordre, mais la transgression de l'ordre et la rébellion. Je reprends un certain nombre d'expressions qui figuraient dans le texte que vous nous avez envoyé quand même, cher Laurence, pour nous guider un peu. Sortir des sentiers battus, prendre le maquis, bouger les lignes, casser les codes, tenir tête, défier la logique, envoyer bouler, dire merde. À la famille, aux profs, aux patrons, au reste du monde. C'est pour ça qu'au début, j'étais pas très à l'aise. Je ne me reconnaissais pas tout à fait dans ce portrait robot. Mais, au risque de vous surprendre, après mûre réflexion, je suis tout à fait prêt à faire l'éloge de la rébellion. Moi aussi. Vous avez exercé parce qu'il, déjà parfois, discrètement, au plus haut niveau, mais ça peut être discret. Parce que s'il n'y a pas de risque de transgression, la ligne jaune n'a pas d'intérêt. Et l'ordre ne prend tout son sens que s'il est confronté au désordre. Sans poil à gratter, on s'endort. Et sans révolte, on se couche. Et on ne conteste pas la règle lorsqu'elle mérite d'être contestée. Et je reviens à ce que disait Maître Dupond-Moretti sur la situation de la justice. C'est un début de réponse à Pierre Botton. Du fait de mon histoire personnelle, je me suis promis un beau jour de me tenir extrêmement éloigné de tout ce qui concerne la justice. Et donc de m'exprimer le plus rarement possible sur cette question. Alors tu diras, Pierre, que c'est un argument peut-être de séance, mais ça explique la lenteur que j'ai mise à répondre à ta sollicitation. Mais en tout cas, il y a des moments où il faut contester la règle, bien entendu, et c'est le rôle du rebelle. Et quand je dis que je fais l'éloge de la rébellion, je voudrais prendre deux exemples qui sont liés à 2 expériences récentes que je viens de faire. La première, c'est une émission de télévision où on parlait des premiers pas du général de Gaulle à Londres le 18 et le 19 juin 1940. Et en regardant cela, je me suis dit, il faut vraiment un grain de folie, et plus qu'un petit grain de folie, pour débarquer ou pour atterrir à Londres et pour dire « je suis la France ». D'ailleurs, nos amis britanniques ont été un peu décontenancés. Et dans cette émission, on racontait que le cabinet de guerre britannique s'était réuni dans l'après-midi du 18 parce que la BBC demandait l'autorisation d'accueillir ce général inconnu arrivé de France. Et la première réaction du cabinet de guerre, qui n'était pas présidé par Churchill, qui faisait sa sieste, a été de dire non. Et il a fallu que le général de Gaulle réactive Churchill pour pouvoir parler le soir. Et puis ça a continué, et on sait la dose d'énergie extraordinaire, anormale, qu'il a fallu au général de Gaulle pour résister à tous ceux qui voulaient réduire son rôle. Bon, je vois que mon allusion était suffisamment lourde pour que je n'ai pas besoin d'y revenir. Les circonstances historiques commandent naturellement encore qu'on est dans un monde où la gravité de la situation mériterait peut-être qu'on se bouge un peu. Mon deuxième exemple est tiré de la relecture que j'ai faite cet été d'un petit livre de Jean Telet qui s'appelle « Ô Verlaine ». C'est une biographie romancée du poète. Et qui c'est ce poète? Un ivrogne, qui lorsqu'il est dans le coma éthylique, ce qui lui arrive à la fin de sa vie quasi de façon permanente, devient violent, y compris vis-à-vis de ses amis. C'est un débauché qui se vautre dans la prostitution. C'est un homosexuel à un moment où le coming out n'est pas tout à fait à la mode. C'est un clochard. Et il faut attendre les derniers mois de sa vie pour qu'autour de lui émerge un petit groupe d'amis qui se disent « mais si ce clochard avait du génie ?» Et on le voit gribouiller sur des morceaux de papier, des poèmes qu'il va vendre à son éditeur
pour avoir quelques sous et les convertir immédiatement à l'absinthe. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons là un rebelle intégral, un marginal total, un iconoclaste absolu, qui est un des plus grands poètes français, en rupture totale avec ce que Georges Brassens appelle les croquantes et les croquants. Voilà pourquoi aussi, vous voyez, et je risque de vous surprendre, la rébellion ne m'est pas tout à fait antipathique. Les exemples abondent dans le monde artistique. Je me dis parfois que si l'art contemporain est aussi difficile d'accès à nos concitoyens, c'est qu'il est précisément rupture, déconstruction, rébellion. Et je crois qu'on peut généraliser au-delà du monde artistique pour dire qu'il ne saurait y avoir ni création, ni innovation, ni même progrès, encore que ce mot sans le souffre, sans rupture, sans révolte et sans rébellion. Et les hommes et les femmes qui ont cette capacité de rupture et de rébellion, il y en a quelques-uns ici, sont moteurs. Je serais presque tenté de dire sauveurs du monde, que ce soit l'artiste, que ce soit le révolutionnaire, que ce soit l'avocat, le saint, souvent en rupture de banc avec son église, le chercheur qui casse les codes, le créateur d'entreprise qui fait bouger les lignes. Bref, c'est eux qui nous sauvent de la routine, de l'immobilisme et donc de la régression. Et j'irai jusqu'à dire qu'aucun groupe, aucune collectivité, aucune société sans rébellion ne peut progresser. Alors comment traiter les rebelles? Je voudrais faire 2 remarques rapides sur 2 des questions qui sont évoquées dans ce fameux document que vous nous avez envoyé. La première question, c'était la suivante: quel fardeau portent-ils, ces rebelles? Sous-entendu, comment on peut les aider à le porter? Alors ça m'a énervé un peu. Je me suis dit, mais c'est leur problème. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, le génie et la tranquillité. Et donc quand on se lance dans pareille aventure, il faut en assumer les conséquences. Pour reprendre l'exemple des 2 personnages que j'ai cités, De Gaulle a fait l'expérience de l'ingratitude des peuples 2 fois, et Verlaine est mort dans la misère. Et puis la deuxième question qui était posée, c'était « faut-il recadrer les rebelles ?» C'est évidemment la tentation de tous les responsables politiques. Les rebelles nous gênent, hein, les lignes jaunes, j'y reviens. Pour nous qui sommes en charge théoriquement de l'ordre et de l'harmonie sociale. Et pourtant c'est une tentation absurde, parce qu'un rebelle cadré, il est mort. Il n'a de sens que s'il persévère dans sa révolte et dans le rôle d'iconoclaste qu'il joue. Et donc recadrer, ce n'est pas le bon objectif. J'en fixe un autre qui vous apparaîtra peut-être un peu cynique, c'est exploiter le rebelle, le digérer. Faire en sorte de prendre ce que dans sa rébellion il apporte de positif pour la société, d'innovation ou de changement bénéfique. Et finalement, c'est ce que fait l'histoire. Quand on y réfléchit, elle digère les rebelles, elle les récupère, elle les institutionnalise, elle les fait passer du statut de trublion rebelle à celui d'auteur classique. Et je reviens à mes 2 exemples, De Gaulle, Malraux, tout le monde a été ou sera gaulliste, et Verlaine, ce clochard céleste, est au programme du baccalauréat dans des textes qui sont à peine expurgés. Donc vous voyez que la roue de l'histoire donne raison souvent à la rébellion. Et je terminerai par un dernier point. Pierre, où est ta pétition? Je la signe à la tribune. Merci Alain Juppé. Alain Juppé faisant l'éloge en quelque sorte de la rébellion, qui l'aurait peut-être imaginé, mais il a quand même insisté au début de son intervention sur la ligne jaune, quand même. Mais c'était tout à fait passionnant. Merci beaucoup Alain Juppé. Alors François-Olivier Gisbert, vous êtes journaliste, écrivain, directeur de l'hebdomadaire Le Point, animateur d'émissions de TV. Un peu pour faire la transition avec ce qu'a dit au fond Alain Juppé. Moi, je suis également journaliste. Au fond, pour vous, le journaliste, l'écrivain, est-ce qu'il est par nature, ou doit-il être par nature, rebelle? Est-ce qu'il doit transgresser? Est-ce que c'est au fond ça, je dirais, quand on a la vocation de ce métier que vous exercez? Oui, c'est évidemment la base du métier.
Mais juste un mot sur Alain Juppé, qui est vraiment le président qu'on aurait aimé avoir, hein, si j'en juge par vos applaudissements. C'est vraiment le président qu'on aurait aimé avoir. Alors là, je m'autorise une petite vacherie, je ne peux pas m'empêcher. Peut-être parce qu'il n'a pas été. Peut-être parce qu'il n'a pas été. Non, mais oui. Mais on ne peut pas s'empêcher, on est journaliste. Pour l'instant. Alors, Alain Juppé a fait, comme d'habitude, un exposé absolument remarquable. Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord, un seul, c'est quand il dit dans notre monde d'aujourd'hui, il est interdit d'interdire. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on vit dans la même société, dans le même univers. Au contraire, on vit aujourd'hui dans un univers où vous n'avez pas le droit de dire ça. Les politiciens, d'ailleurs, ne font pas les choses, ne les disent pas et ne les font pas. Sinon, cher Alain, le gouvernement précédent aurait mis fin en 35 heures, qui coûte quand même 20 milliards chaque année à la collectivité et qui cause un endettement absolument considérable. Parce que tout ça, évidemment, rejoint le tonneau des Danaïdes. Alors, moi, effectivement, j'exerce mon métier dans la transgression. J'ai toujours exercé dans la transgression parce que mon métier, il est interdit d'interdire. C'est pas vrai. Je pense qu'on vit dans une société où il y a une espèce de chape de plomb. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Moi, c'est comme ça que je vis les choses. Et au fond, j'ai envie de dire toute la journée, merde. Effectivement, pour répondre au laïus de Laurence, j'ai envie de dire merde. Merde aux policiers de la pensée, merde aux flics idéologiques, merde aux bâtons, pourquoi pas, merde aux 35 heures, merde aux cons, tout ce que vous voulez. Mais je crois que le métier, notre métier de journaliste, comme le rappelait Gilles, c'est de dire non. Alors on n'est pas le général de Gaulle, ça c'est clair, ça tout le monde l'a compris. Mais on doit en permanence rouler sur la ligne jaune. Bon, ça peut peut-être m'arriver sur les routes, je ne dirais pas davantage, mais enfin, dans ma vie professionnelle, c'est vrai que j'aime bien, quand on choque, souvent c'est parce qu'on marque un point, parce qu'on dit des choses qui sont vraies et que justement, il ne fallait pas dire. D'ailleurs, juste un petit point comme ça, c'est presque une parenthèse, mais cette université d'été était consacrée à l'intégration, c'est un beau mot. Alors j'ai entendu dire que mon très cher et très vieil ami Bernard Lévy avait dit qu'il détestait ce mot. Moi je tiens à dire, je travaille dans le même journal, hein, on est des vieux amis, que j'adore ce mot. Et à ce propos, j'étais arrivé là avec un livre que j'adore de Jacques Bainville, qui était en fait une sorte de grouillot de Charles Maurras pendant des années à l'Action française. Et il a fait, oui, bon, c'est pas très reluisant, je vous reconnais, et en même temps, il a fait un portrait de la France dans ce livre Histoire de France, qui est vraiment un chef-d'œuvre, à part les quelques bêtises germanophobes qu'on peut y trouver, mais enfin c'était l'époque. Il a écrit que la fusion des races a commencé en France, donc dès les âges préhistoriques, le peuple français est un composé. Vous vous rendez compte, Marine et Jean-Marie, quand ils entendent ça, dit par quand même un parangon de l'extrême droite. Donc le peuple français est un composé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Là j'ajoute, unique en Europe, la conformation de la France se prêtait à tous les échanges de courants, ceux du sang, ceux des idées. La France est un isthme, une voie de grande communication entre le Nord et le Midi. Il y avait avant la conquête romaine de prodigieuses différences entre les colonies grecques de Marseille et les Cimbres d'entre Seine-et-Loire ou les Belges d'entre Meuse et Seine. D'autres éléments au cours des siècles se sont ajoutés en grand nombre à cela. Le mélange s'est formé peu à peu, ne laissant qu'une heureuse diversité. De là vienne la richesse intellectuelle et morale de la France, son équilibre, son génie. D'ailleurs, il y a un autre écrivain très à droite, Jean Giraudoux, qui a dit une chose très belle, je crois que peut contresigner n'importe quel Français, et que devrait aussi contresigner Bernard-Henri Lévy, c'est qu'il a dit « on ne naît pas français, on devient français ». Là-dessus, pour parler de mon parcours, moi c'est vrai que je suis devenu français à 18 ans, parce que voilà, je suis né d'un père américain, comme la chanson, Made in Normandie, Stone et Chardin, ça vous rappelle quelque chose. Mon père a fait le débarquement, d'idées, c'est pas de ma faute. Première vague, Omaha Beach, il en a pris plein la gueule, il est devenu un peu dingo d'ailleurs après. Il a trouvé ma mère, il était apparemment beau gosse, enfin il lui a plu, ma mère normande, prof de philo. Et puis ils ont été me faire aux États-Unis, ils savaient pas où ils allaient vivre. Et c'est vrai que bon, j'ai vécu mon enfance en Normandie, mais il a fallu attendre 18 ans pour que je choisisse. Et j'ai choisi la France.
Et là, on revient au fil rouge, parce que c'est intéressant l'histoire de fil rouge que je n'ai jamais compris. C'est ces gens qui veulent, enfin, il n'est plus là aujourd'hui, paix à son âme, mais les gens qui disent, voilà, à 7 ans, je veux être président de la République. Il y en a un tout récent. Je me souviens que François Mitterrand lui disait, vous voulez être pape. Bon, moi, je voulais être Victor Hugo. Ouais, ça n'a pas très bien réussi. Je voulais être Victor Hugo, je voulais être écrivain. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu prendre la vie comme elle venait. Et les hasards de l'été, des remplacements, des boulots d'été. Alors, serveur pendant un temps, ça me plaisait moyen, c'était quand même très fatigant pour les jambes. C'est vrai que la presse quotidienne régionale, c'était plus facile et comme ça, j'y suis allé. Mais je ne peux pas dire que j'ai fait à aucun moment carrière. Et je me suis retrouvé dans un drôle de métier parce que Gilles nous disait, c'est un métier qui dit non, mais en fait c'est vrai aussi que c'est un métier qui confond la chute d'une grande civilisation et un accident de vélo. Enfin, on donne à journal un peu plus de place à l'accident de vélo, hein, parce que ça vendra un peu plus. Et puis, c'est un métier aussi, et ça, Alain Juppé en connaît un rayon, où c'est vrai, certaines modes, déjà depuis quelques années, puis moi-même aussi, ça m'arrive de tomber dedans, hein. On commence, on lèche, après on lâche, et puis à la fin on lynche. Ben oui, c'est ça. Et puis, en même temps, il y a une autre partie du métier, on le voit aujourd'hui, parce que les états de grâce se prêtent toujours à ça. C'est vrai que beaucoup de confrères exercent ce métier avec un sujet, un verbe, un compliment. Bon, très vite, au bout de quelques semaines, de quelques mois, rassurez-vous, ce compliment devient une grosse saloperie. Alors, le point, parce que je dirige ce journal depuis des années, et le point c'est intéressant parce que ça nous permet de confronter nos expériences, puisque c'est sans doute ça aussi que vous attendez de nous. Moi, j'ai toujours l'impression qu'un journal, j'ai toujours cette impression, à l'Observateur comme au Figaro, mais un journal, je crois que vous ne le réalisez pas assez, c'est une entreprise. Et ce que vous, chef d'entreprise, et vous, politique, vous ne réalisez pas non plus, c'est qu'on a un client. Et au fond, quand un journal est bien dirigé, il ne pense qu'au client. C'est-à-dire qu'il n'en a rien à foutre des beuglements de Sarkozy, des hurlements de Laurence, qui est d'ailleurs très gentil. D'ailleurs, non, pas du tout, toujours adorable. Mais au fond, le moindre pet de travers du lecteur, c'est-à-dire du client, met le journal sans dessus-dessous. Et je crois que ça, c'est un point fondamental que souvent, quand vous êtes à l'extérieur de ce métier, vous ne comprenez pas, mais c'est que nous, il y a une règle de base quand même, qui est le client. Et les journaux qui ne marchent pas, les journaux qui se cassent la gueule, et il y en a beaucoup, sont des journaux qui ont oublié le client. C'est-à-dire, ils essaient soit de faire plaisir au pouvoir en place, ou bien simplement, ils se regardent le nombril entre journalistes, ils ont décidé de prendre le pouvoir et de faire un journal pour eux, pour être pris entre eux. Je ne vais pas citer les noms de ces journaux, mais enfin, vous les connaissez très bien, vous les lisez tous les jours. Alors, le point le plus important, et c'est en ça aussi que nos métiers se ressemblent, je pense que c'est le goût du risque. Moi, je suis remarqué, parce que là, je suis absolument d'accord sur l'idée de la transgression, c'est-à-dire qu'un journal ne marche bien que quand il est dans une forme de transgression, c'est-à-dire l'idée des vérités qui ne sont pas dissibles, que ce soit en couverture ou que ce soit à l'intérieur. Et c'est un peu, effectivement, la marque de fabrique de notre métier quand on l'exerce bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile, c'est très difficile la presse écrite. Enfin, pas pour nous, hein, pas au point. Hein. Je ne veux pas le dire trop, parce que ça va encore, on va avoir des problèmes avec les confrères, mais c'est difficile. Mais je pense que la seule façon pour un journal d'exister, de se dresser, c'est de se dresser, en fait, contre le pouvoir, contre l'opinion publique, contre le Parlement, contre des projets de loi. Et à ce moment-là, le lecteur, il vient naturellement, si évidemment on n'est pas en contradiction avec ses convictions. Le Point, par exemple, c'est un journal européen, peut essayer de faire un article anti-européen, très violemment anti-européen, sauf si c'est une interview, bien entendu, parce que le lecteur du Point, il est tolérant, intelligent, et il aime bien avoir toutes les opinions. Mais oui, bien sûr, monsieur. En revanche, si c'est un éditorial, vous allez en entendre parler. Le Point, le lecteur du Point, il aime bien l'Amérique. Il est pour l'économie de marché à fond la caisse. Il n'est pas ultralibéral, hein, mais il est pour l'économie de marché. Donc il y a comme ça quelques critères qu'il faut suivre. Si vous sortez des clous,
Je ne parle pas des interviews, je parle de la matrice éditoriale. À ce moment-là, vous aurez des problèmes. Donc, il y a une transgression, ce qui est vrai, parfois une transgression d'ailleurs contre le lecteur, mais c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop loin. Mais moi, je dirais que le combat de la transgression n'est pas terminé. Il n'est pas terminé parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de choses. Il n'est pas interdit d'interdire, cher Alain, c'est pas vrai. Tas de choses qu'on n'entend jamais. Les débats, par exemple, sur les statistiques ethniques, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé absolument concernant. Enfin, vous avez vous-même participé à des gouvernements où, voilà, le principe même de la statistique ethnique ne pouvait pas poser. Bien entendu, il faut le poser. Le problème éducatif, c'est un cauchemar absolu. Personne, je dirais, même y compris dans la presse, c'est très compliqué. Nous, on a fait, je me souviens, il y a plusieurs années, un article sur la Hollande. Pas plusieurs années, pardon, c'est l'année dernière. C'est très intéressant, là. Oui, parce que la solution de la tragédie éducative en France, c'est toute simple. C'est Hollande. Pardon, la Hollande. C'est-à-dire que, en Hollande, vous avez les meilleurs taux de réussite, y compris chez les immigrés, et ils se sont débrouillés très simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée débile, enfin apparemment si on regarde les statistiques de mixité ethnique, évidemment, comme ça dans l'absolu, on est pour la mixité ethnique, aimons-nous les uns les autres, vivons ensemble. D'ailleurs, on est appelé après à vivre ensemble. Il y a certainement des moyens d'organiser ensuite la mixité ethnique, mais en tout cas à l'école, apparemment ça ne le fait pas. C'est-à-dire en Hollande, il y a des écoles noires, des écoles turques, des écoles avec 90% de turcs, etc. Ils ne sont pas gênés. Ce qui est important, c'est le résultat et l'intégration à la suite de ça, évidemment, dans la société. Et je veux dire, ce qui tue, d'une certaine manière, le système éducatif français, je dirais ça, c'est des choses qu'on ne lit jamais, qu'on n'a pas le droit de dire. Il n'y a aucun responsable, évidemment, c'est pas Payon qui va parler comme ça, mais je prends l'un des grands drames, c'est l'égalitarisme, si on voit le modèle hollandais. Et puis c'est aussi, d'une certaine manière, le refus du marché. Une école qui ne marche pas en Hollande, je parle de lycée, je parle de collège, elle est fermée. Elle est fermée, on repart à zéro. Je pense que la tragédie qu'on est en train d'organiser en France, avec un système éducatif qui s'est carrément arrêté, et qu'on a décidé apparemment depuis des années, ça ne date pas de ce gouvernement-là, de ne pas réformer, de ne pas changer, de laisser fonctionner tel quel, on se prépare dans les années qui viennent à, faute d'intégration, oui, à une forme de désintégration sociale et civile. On le voit très bien, notamment avec la montée incroyable de l'illettrisme et de l'analphabétisme. Donc voilà, moi je dirais fil rouge, j'ai pas de fil rouge. Ligne jaune, j'ai pas de ligne jaune. Je veux juste avoir deux devises comme ça, en permanence dans la tête. C'est celle de Sainte Thérèse de Lisieux. Je choisis tout. J'aime bien l'idée, oui, justement, on choisit tout. On ne va pas choisir l'opéra contre la chanson française ou le rock contre le rap, je choisis tout. Et puis dernier point, et je pense que quand on est chef d'entreprise, qu'on prend des décisions cruelles tous les jours, qu'on fait du mal, qu'on fait de la peine, parce que voilà, il faut faire tourner la boutique, il faut que ça avance, il faut prendre les bons et pas les mauvais, etc. Je pense qu'il y a une chose qu'on doit se dire quand même tous les soirs en se couchant, c'est qu'on a vécu cette journée-là comme si c'était la dernière. C'est une phrase de Marc Aurèle, c'est pas de moi. Hein. Mais vivre chaque jour comme si c'était le dernier, je trouve que c'est une très belle devise pour la vie. Merci beaucoup Franz, je salue Alain Juppé qui est obligé de nous quitter. On va... Alors, Franz faisait allusion à l'entreprise il y a un instant. Jérôme Bérébi, alors vous dirigez justement une entreprise, Schema Ventures, qui est un holding d'investissement, et j'insiste bien sur ce mot investissement. Vous êtes très actif, vous avez fondé cette entreprise avec quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui est Xavier Niel. Vous investissez énormément, j'ai lu dans 2 startups dans le monde par semaine.
Vous êtes à l'affût de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui bouge. Est-ce qu'au fond, pour faire ça, vous aussi, vous êtes transgressif? Est-ce que vous respectez les règles? Vous avez la parole pour une petite dizaine de minutes. Je donne la conclusion déjà, il n'y a aucune règle. Kima Ventures, donc je vais expliquer un peu ce que je fais aujourd'hui. Je suis papa de 9 enfants, le plus grand a 10 ans. J'ai fondé une première entreprise en 97, j'avais 19 ans, et une seconde en 2005. Aujourd'hui, Kima Ventures, c'est le fonds d'investissement, un des fonds d'investissement les plus actifs du monde, puisque nous investissons dans 1 à 2 sociétés par semaine. Partout dans le monde, ça va de la Chine en passant par le Pakistan, Israël, Suisse, États-Unis, etc. Nous investissons, pour donner les détails, 100 000 euros par entreprise, 150 000 $. Et nous avons investi jusqu'à aujourd'hui, en 2 ans, dans plus de 160 entreprises. Et nous comptons, j'espère, investir dans 100 nouvelles entreprises dans les 12 prochains mois. Clairement, Kima Ventures, c'est un modèle complètement atypique dans le monde de l'investissement, où on était habitué à voir des fonds d'investissement avec des partenaires très très bien payés, qui investissaient très peu et qui justifiaient leur salaire avec 2 investissements par an. On a décidé complètement de prendre le chose à contre-pied parce que nous, enfin, Xavier et moi, sommes des entrepreneurs et adorons les vies d'entreprise. Donc on a voulu participer au plus d'entreprises possible. Je reviens sur mon petit parcours qui est effectivement un peu spécial. À l'âge de 16 ans, enfin j'étais informaticien, enfin j'utilisais un ordinateur depuis l'âge de 8 ans, donc j'étais pas un informaticien. En 94, donc il y a très longtemps, j'ai découvert un outil qui s'appelait Internet. J'ai lu un article dans un magazine qui parlait d'Internet. Le magazine s'appelait Avenir. C'est un super magazine, il y a eu quelques numéros, c'est le groupe Lagardère qui avait sorti ça. Et il y avait dedans un article de quelqu'un qui s'appelle Daniel Ishbia, qui va être intervenant demain, qui parlait effectivement d'un monde ouvert dans lequel il y avait de l'information. Et voilà, en gros, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est Internet aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait l'expliquer, ça n'existait pas. J'ai découvert ça et j'ai commencé en fait à me plonger dans cet univers d'Internet en commençant à écrire des articles pour la presse. Mon rêve de tout petit était de devenir journaliste informatique, c'était mon rêve, et je suis devenu journaliste informatique à 16 ans. J'écrivais pour des magazines comme PC Direct, PC Expert, la crème des magazines informatiques de l'époque. Et donc je me suis retrouvé en fait à 16 ans à avoir le métier de mes rêves. Le métier de mes rêves, donc, qui était journaliste informatique. Donc là, je me retrouve dans un dilemme qui est, effectivement, il y a la fameuse ligne, là, qui a une ligne de tous les côtés qui me bloque, qui me dit, mais attends, en face, tu as le bac, en face, tu as tes études, tu dois faire tes études. Et là, je me retrouve dans un monde un peu spécial, où je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà le métier de mes rêves, je commence à être bien payé. Au début, je touchais 2 000 francs par mois, 4 000, 6 000, 8 000, 10 000, 12 000, etc. Ça montait très vite. Et voilà, il y avait un énorme problème. Et là, je me suis retrouvé presque en déprime, je vais vous dire. Et je me rappelle d'un dîner que j'avais avec mes parents, mon papa est là, dans la salle, avec mes parents un soir en disant, c'était l'année de ma terminale, donc c'était 1 an et demi après, en disant, je sais pas quoi faire, je vais peut-être abandonner l'école. Et je me souviens de 2 réactions opposées. Il y avait la réaction de mon père qui disait, vas-y, fonce, et la réaction de ma maman qui dit, oh là là, passe le bac quand même, c'est très important, etc., qui est la réaction classique. J'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure qui avait exactement la même réaction, qui est la réaction classique. Et en fait, ce qui s'était passé à cette époque-là, j'étais étudiant au lycée, et un jour, un de nos professeurs nous dit, voilà, on vous a préparé une surprise. Vous savez, à l'âge de la terminale, le plus grand choix que l'on a à faire, c'est effectivement la filière vers laquelle on va se diriger. C'est un choix extrêmement difficile. On ne sait absolument pas ce qu'il y a à l'extérieur de l'école. On ne nous l'explique jamais. Les entrepreneurs ne sont pas à la télévision, ne parlent pas, sauf quand ils vont en prison. Donc savoir connaître le monde de l'entreprise depuis l'école est juste impossible.
Et un de mes professeurs a décidé d'organiser quelque chose qui est absolument génial, que je conseille vraiment à toutes les écoles de France, c'est d'organiser des rencontres avec plein de parents d'élèves, et chaque parent d'élève avait représenté un métier particulier. Donc il y avait le médecin, le pharmacien, le facteur, etc., etc. Donc il y avait plein de métiers. Et l'idée, c'était de rencontrer des gens et d'échanger avec ces gens-là pour voir, voilà, est-ce qu'ils ont l'air heureux, est-ce que j'ai envie de vivre comme eux, etc. Quand on m'a annoncé ça, j'avais trouvé l'idée géniale. Et là, il s'est passé quelque chose qui était un peu un tournant de ma vie. C'est que j'ai un ami qui était assis à côté de moi qui fait « Monsieur, est-ce qu'on est obligé de rester à cette réunion ?» Alors le prof était un peu déstabilisé en disant « Mais vous savez, on a fait ça pour vous, maintenant vous faites ce que vous voulez. » Et là, je me retrouve en fait avec toute ma bande d'amis à quitter l'école, à suivre en fait un troupeau d'amis qui disent « Oh, mais c'est pas grave, on a une journée de libre, allez, on rentre à la maison. » Je sors de l'école, je descends dans le métro, je mets mon ticket, j'arrive, je rentre dans le métro, et là j'ai un flash comme ça, et je me dis « Mais pourquoi je les suis? Pourquoi je les suis ?» À ce moment-là, je descends de ce métro-là. Ce jour-là, j'ai rencontré mon mentor, une personne qui s'appelle Jean Guetta, qui était le fondateur de la Sahari, qui est devenu aujourd'hui Sage. Et le fait de ne pas avoir suivi mon troupeau d'amis, je l'appelle comme ça, m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Ce qui s'était passé donc ce jour-là, j'étais déjà journaliste informatique, et donc j'ai été voir une journaliste que je n'ai pas citée, qui est très connue, qui faisait partie des parents d'élèves. Et j'ai été la voir en disant voilà, je suis journaliste informatique, mais voilà, je veux savoir quelles études je dois faire. Parce que pour moi, pour l'instant, c'était encore, je devais continuer à faire mes études. Quelles études je dois faire? Alors la journaliste me dit tu dois faire Sciences Po. Alors je dis je comprends pas. Moi, j'écris des magazines sur informatique, je comprends pas. Sciences Po, il me fait non, mais tous mes amis, tous les journalistes font Sciences Po. Alors je fais non, la réponse me convient pas. Je suis sorti. Et là, j'ai rencontré cette fameuse personne, Jean Guetta, et à qui j'ai posé exactement la même question. Qu'est-ce que je fais? Il m'a donné sa carte et il m'a dit viens me voir vendredi matin. Je dis mais vendredi matin j'ai classe. Il me dit justement tu vas venir pendant la classe. Il voulait que j'enfreigne une première règle. Jean Guetta est un élève de l'école centrale, est sorti de centrale, a fondé une société est passé de 2 à 600 personnes entre début des années 80 jusqu'en 94. Et je l'ai rencontré et il a commencé à me parler en fait du monde des entrepreneurs. Il m'a parlé de la vie de Bill Gates, il m'a parlé de la vie de Steve Jobs, il a parlé de la vie de tous ces gens-là, en me disant, tu sais, tous ces gens-là n'ont jamais suivi de chemin tracé. La plupart de ces gens-là ont quitté leurs études très tôt. Donc, ne crois pas que aujourd'hui tu dois obligatoirement faire des études pour réussir. Tu peux y aller. Pour moi, tu peux réussir sans. Il m'a dit d'ailleurs, voilà, tu sais, je dirige la YPO. La Young President Organization, c'est plusieurs patrons de moins de 40 ans, grands patrons d'entreprise, et on a une formation Internet organisée. Voilà, je te donne 10 000 francs, tu vas organiser cette formation Internet. Super, un job comme ça qui me tombe dessus. Et là, à partir de là, il s'est passé un enchaînement. Un groupe d'édition m'appelle pour écrire un livre. J'avais encore 17 ans, je devais passer mon bac 1 mois plus tard. Et pareil, là, je suis à table avec mes parents et je leur dis mais ok, je vais écrire un livre, j'ai mon bac dans 1 mois. Alors pareil, ma maman me dit passe ton bac, c'est pas grave, le livre tu verras plus tard. Et à mon père, il me dit mais on t'a proposé quoi? On m'a proposé 25 000 francs pour le livre et je dois le rendre la veille de mon bac. Alors il m'a dit c'est pas grave, s'ils proposent 30 000, s'ils acceptent, tu écris le livre. Mon papa est là. Hein. Mon papa est chef d'entreprise, hein, pour info. Et c'est ce que j'ai fait. Ils ont accepté 30 000 francs en 1 mois, absolument magnifique. J'ai écrit un livre, il s'est vendu en 3 000 exemplaires en 1 semaine. Un livre, c'était sur Internet, les débuts d'Internet. Et là, après, effectivement, j'ai passé mon bac. Je l'ai eu au rattrapage, puisqu'en fait, je travaillais les jours d'examen, je m'occupais du site du Tour de France en même temps. Et juste après, j'ai commencé à faire mon métier de mes rêves, le fameux métier de journaliste informatique. Donc là, je suis devenu rédacteur pour un groupe qui s'appelle Ziv Davis, ZDNet, et je me suis retrouvé à faire partie de la corporation des journalistes et
à assister à des conférences de presse, de présentation de produits, etc. Et là, je me suis retrouvé encore avec un problème, c'est que j'étais assis à côté d'un ami, journaliste, qui adorait le produit qu'on était en train de présenter, et qui me dit, tu as vu ce produit-là, il est vraiment superbe, regarde, des innovations, etc. Je dis vraiment, effectivement, le produit qu'on était en train de présenter était ultra innovant. Et 30 secondes après, il y a quelqu'un d'autre dans le groupe qui crie, vraiment, c'est pourri, regardez, blablabla. Et la personne qui était à côté de moi, qui venait de me dire que c'était génial, se met à dire, c'est nul. Et là, j'ai dit non, moi, je peux plus continuer à être en fait dans un monde de moutons où en fait on va aller tout le monde dire la même chose que l'autre, tout le monde faire la même chose que l'autre. Donc on doit faire nos études, on doit suivre nos études, donc on va faire nos études. On est journaliste, on va tous écrire la même chose parce qu'il faut dire la même chose. Et donc j'ai déposé ma démission le jour même et j'ai décidé de monter mon entreprise qui est synonyme pour moi de liberté. Même si c'est effectivement pas toujours difficile, pas toujours facile. J'ai fondé ma première entreprise donc à 19 ans, société qui était, pour dire ce que c'était une société qui s'appelait Net2One, qui était un ancêtre de Google News, que vous connaissez, Google Actualité d'aujourd'hui, et une société qui a levé énormément d'argent à l'époque de la bulle Internet. Et ce qui s'est passé en 2002, après que je suis passé mon entreprise, donc à 21 ans, j'avais plus de 50 salariés. J'ai décidé de racheter en fait l'entreprise à mes investisseurs avec leur argent, l'argent qui était dans la société. Et on a repris contrôle et vendu la société en 2004. Ce qui s'est passé à ce moment-là, donc depuis 2004, je vis en Israël. Je suis parti en vacances en Israël et je suis pas revenu encore en 2004. J'ai fondé une autre entreprise qui s'appelait Zlio, qui a été aussi je vais pas dire aussi, parce que la première a été plutôt une réussite, qui a été vendue au groupe TNS. Une autre entreprise qui a été un échec cuisant, où on s'est fait massacrer par Google 3 mois après qu'il ait voulu nous racheter. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime participer à la vie d'entreprise. Je parle avec Xavier Niel. Xavier Niel, qu'est-ce qu'il aime faire? Participer à la vie d'entreprise. Et on se dit, voilà, comment faire aujourd'hui pour participer au plus de vie d'entreprise. Donc il y a lire les magazines, entreprendre, management, etc. Et lire et regarder de l'extérieur ce qui se passe dans les entreprises, ce qui en général est un peu gros pipeau parce que les entreprises savent très bien communiquer et ne montrent jamais ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on a décidé, en fait, alors qu'on était déjà, on avait déjà fait ça pendant quelques années, on a décidé, en fait, j'ai décidé de devenir business angel, comme on dit, à plein temps. Pareil, en gros, avec Xavier, on s'est réunis, on a voulu fixer la ligne directrice de notre fonds d'investissement, et on a regardé ce qui se fait sur le marché. On a regardé ce qui se fait sur le marché, la manière dont les fonds d'investissement fonctionnent, etc., etc. Et on a dit, c'est très bien, on voit ce qui se fait, on va faire exactement le contraire. Donc, les sociétés, les fonds d'investissement sont ultra sélectifs. On va être sélectif, bien sûr, parce qu'on reçoit 20 dossiers par jour, et on n'en choisit que 2 par semaine. Mais en tout cas, on va être moins sélectif qu'un grand fonds d'investissement. Et bon, il y a plein de détails. Je rentre pas dans les recettes de notre fonds d'investissement. On a décidé de faire les choses de manière complètement atypique. Tellement atypique qu'aujourd'hui, dans le monde, nous sommes 2 à avoir en fait cette capacité d'investissement. Et voilà. Et donc ça se passe plutôt très bien. Ce dont je suis le plus fier, on va dire, dans tout ce que j'ai fait dans les dernières années, ça a été effectivement de jamais vouloir suivre ces fameuses lignes dont on parle. Je pense qu'aujourd'hui, on voit effectivement l'État. J'ai parlé des jeunes, parce que je crois que je suis le plus jeune aujourd'hui sur ce plateau. Les jeunes sont extrêmement déprimés. Je passe mon temps à faire de psy, je vais vraiment dire le psy, de jeunes de terminale ou de jeunes qui ont fini leurs études, même certains sortent d'ici, d'HEC, et qui m'envoient un mail en me disant « Monsieur Bérébi, on a un problème, on étudie depuis longtemps, on a appris plein de choses, maintenant je fais quoi ?» Et en fait, on est resté
depuis je sais pas depuis quand, depuis longtemps, on est resté dans un modèle où on veut créer des clones. On veut créer des exemplaires de gens similaires qui vont aller remplir des cases dans des organigrammes d'entreprise. Donc on a besoin de comptables, on a besoin de directeurs financiers, on a besoin de ci, de ça, de développeurs informatiques, etc. Et donc on va faire une école pour former ces gens comme ça. On va créer une école pour former des comptables, etc., etc. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que on arrive à une époque où on est obligé d'innover et de sortir complètement du modèle de l'entreprise d'antan. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à se rendre compte que les petites et moyennes entreprises sont aujourd'hui en train d'innover à des points qui sont incommensurables par rapport aux grandes. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve en fait avec des gens qui sortent de l'école, des jeunes qui sortent de l'école, qui ne sauront jamais diriger des entreprises. Pourquoi ? On ne nous apprend pas à gérer un compte en banque quand on est à l'école, gérer ma trésorerie. On ne nous apprend pas à prendre un prêt à la banque, discuter, à négocier un taux d'intérêt. On ne nous apprend pas, en gros, à gérer notre vie, une vie d'entrepreneur. Et ça aujourd'hui, ce que nous faisons, et je dis nous, c'est pas uniquement nous, Kima Ventures, Xavier, c'est aussi certains entrepreneurs américains comme Peter Thiel par exemple. On va voir des jeunes à la sortie de l'école. Je veux dire, à la sortie de l'école, ça peut être à n'importe quel âge, et on va leur dire regardez, vous avez appris plein de choses, c'est très bien. Maintenant, on vous demande d'apprendre une petite chose. Vous allez apprendre ce secteur. Vous allez vous lancer et on va, avec vous, lancer des entreprises sur ce secteur. Le secteur, ça peut être n'importe quoi, toujours de la IT. Ça peut être des systèmes qui permettent de regarder la télévision plus facilement. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, on est en train de... le message que je veux passer, c'est de dire aux jeunes aujourd'hui, clairement, le modèle que la génération précédente nous laisse, je suis désolé si je suis devant, nous laisse le modèle d'éducation ne permettra pas de sauver la France et de sauver le monde. Le modèle qu'il faut que l'on ait aujourd'hui, le modèle qu'il faut que l'on suive, c'est celui des gens qui vont aller sortir des sentiers battus, qui vont aller créer des nouvelles choses, innover, prendre des risques. Et ça, c'est quelque chose que je vois. Si aujourd'hui vous prenez dans le monde de l'Internet, vous prenez l'ensemble des entrepreneurs à succès, vous verrez que ce sont tous des gens qui sont sortis des sentiers battus. Voilà. Merci Jérémy Bérébi. Donc j'imagine pour vous message reçu, oser transgresser hors des sentiers battus. Yaindra Naïdo, vous êtes le dernier intervenant, vous êtes d'Afrique du Sud, vous êtes cofondateur d'un groupe important, GNG, spécialiste également de l'Afrique comme mon voisin. Vous menez des projets tout à fait passionnants contre notamment la malnutrition. Vous intervenez dans la Banque de développement de l'Afrique australe. Vous êtes un proche de Nelson Mandela. Vous avez travaillé à ses côtés à 2 reprises. C'est pas facile d'intervenir le dernier, pardon, mais je vous laisse donc la parole. Est-ce que pour vous, pour votre profil, j'ai envie de vous demander, pour revenir un peu à notre débat, la ligne rouge, c'est quoi? Et est-ce qu'il existe pour vous, tout simplement, des lignes jaunes et un fil rouge? Merci beaucoup. J'ai travaillé avec différents membres du MEDEF depuis quelques années. Et quand on travaille avec les Français, on me dit chaque fois qu'il faut faire très attention. Les Français sont très particuliers, qu'il faut bien faire les choses. Alors j'avais l'impression jusqu'à présent de bien faire les choses, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je regarde ce panel avec un avocat pénaliste, quelqu'un qui écrit un livre sur les dragons, un ancien Premier ministre qui parle de la rébellion. Et je me dis, d'accord, ce qu'il pense de moi.
Donc, je pense qu'ils ont compris que je suis un trublion. Il est tard, donc je vais parler très rapidement de mon parcours en Afrique du Sud, dans les différents pays anglophones. On ne demande jamais aux gens de parler de soi-même. Il faut parler d'un sujet, de la corruption, l'Afrique du Sud, de quelque chose. Et donc, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Je vais donc vous raconter un petit peu mon histoire et vous parler également de l'Afrique du Sud, notamment dans le contexte des événements récents que vous connaissez sans doute. Mais d'abord, j'aimerais vous dire que je ne suis personne d'atypique en Afrique du Sud. Et fort heureusement, nous avons toute une génération créée par les mêmes événements. Des personnes qui ont pris des décisions semblables, ont fait des sacrifices semblables. Donc, mon histoire démarre en 1976. Ce n'était pas mon année de naissance. Je suis un peu plus âgée, mais c'est l'année pendant laquelle j'ai quitté l'école. Et je pense que ceux d'entre vous, les parents, savent que quand les enfants quittent l'école, souvent, on se demande ce que ces personnes vont faire le reste de leur vie. Les enfants se demandent ce qu'ils vont devenir et j'étais pareil. Je pensais que je serais un avocat très célèbre. En 1976, la police à Soweto était face à des manifestants, a tiré sur plusieurs manifestants dans cette ville près de Johannesburg. J'avais 15 ans et j'ai une idée assez puissante. Je me suis dit, c'est une idée pour laquelle on pourrait mourir. Et j'ai eu de la chance, en fait. Je n'ai pas eu de carrière après. Je ne sais pas quelle carrière j'aurais dû avoir. Je suis encore en train de me poser la question. Mais c'est un peu tard, car avant, j'étais jeune comme Jérémy et désormais le plus jeune dans ce panel. Mais nous avions de la chance. Quand on a une idée pour laquelle on est prêt à mourir, souvent, il y a déjà des personnes autour qui sont responsables de cette idée. Mais en Afrique du Sud, les personnes plus âgées étaient déjà en prison ou avaient quitté le pays. Donc, c'était une jeune génération qui devait comprendre elle-même ce qu'il fallait faire, comment exprimer cette idée, comment s'organiser. Et j'ai eu la chance car je faisais partie d'organisations étudiantes qui a été interdite en 1977. Alors après, il fallait apprendre de nouvelles choses, comment s'organiser de façon officieuse, comment le faire quand on essaie de s'échapper à la police. Et en fait, c'est assez formidable. C'est une façon formidable de grandir. Je pense que tout le monde pourrait reconnaître cela. Donc, nous nous sommes en fait bien amusés à cet âge. Nous avions le privilège de lutter pour une idée extraordinaire. J'ai participé à la création d'organisations au sein de la communauté, de syndicats. Et c'est un de vos orateurs demain, le président F.W. de Klerk, qui a accepté les organisations. Donc nous avons pu nous joindre à l'ANC. Nous avons été à la tête de syndicats. Il a été possible de négocier un processus de paix et d'essayer après de nous atteler à la transformation de notre pays. Personnellement, suite aux élections en 1994, on m'a confié la tâche de mener le dialogue social de pair avec ces réformes. Donc, c'est mon parcours, c'est mon histoire. Après 5 ans d'activité, bon, après on arrive à 40 ans, ou 39 ans, mais c'est presque comme 40 ans. Après se pose la question de que faire. Le pays
connaît désormais la paix. Et c'est là où, avec l'autre cofondateur de J&J, nous avons pu créer cette entreprise sans capitaux, car d'anciens syndicalistes, on n'avait pas d'argent, alors que faire? On avait des idées, on avait des compétences, car nous avons déjà créé d'autres organisations. Donc nous avons créé cette entreprise grâce à nos compétences, sans argent. Bien sûr, il fallait obtenir des prêts. Et heureusement, les banques prêtent très peu d'argent quand on n'a pas de capitaux. Car quand on a beaucoup d'argent, quand on démarre, il est possible de perdre beaucoup d'argent au début. Nous avons perdu un peu d'argent très rapidement. Et grâce à cela, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons créé des startups, un peu ce que Jérémy a décrit, en partenariat avec d'autres entreprises dans d'autres pays, avec le groupe Tata, avec des banques d'investissement en Australie. Heureusement, il était possible de créer ces liens. Et aujourd'hui, nous avons un groupe ayant une présence, ayant des moyens, de l'infrastructure dans le domaine de l'énergie, des télécoms, entre autres. C'est une petite entreprise, mais de taille assez importante pour être considérée comme étant une société importante. Alors, là encore, c'est mon histoire. Et je sais que d'autres personnes auraient d'autres raisons. J'ai été mariée 2 fois, divorcée 2 fois. Après la 2e fois, c'était un échec. Je me suis dit qu'il faudrait que d'autres conseillers m'expliquent ce qui se passe, ce qui ne va pas. Et j'ai vu un thérapeute. À travers cette thérapie, j'ai compris pourquoi je faisais toutes ces choses. C'est car à l'âge de 3 ans, on m'a frappé pour la première fois avec un bâton et donc à cause de cela, je ne peux pas travailler pour les entreprises. Il faut que je crée mes propres entreprises. Donc ce problème d'employabilité, si vous voulez, en fait, peut être un atout caché. Et je crois que tous les dirigeants, en fait, ont des raisons assez étranges derrière leur choix. Alors pour revenir à l'Afrique du Sud, nous avons connu 18 ans de démocratie. En dépit de cela, il y a 2 semaines, à la télé, vous avez dû voir des images atroces de la police qui frappait les travailleurs. Cela a fait écho à notre passé. Cela nous a tous choqués. D'où la question de savoir ce que cela veut dire. Pourquoi cela arrive de nouveau en Afrique du Sud? Qu'arrive-t-il? Et je voulais juste partager quelques pensées avec vous par rapport à l'Afrique du Sud. Car construire un pays est une tâche compliquée, difficile. Et quand je vous écoute aujourd'hui, ce n'est pas comme si la France a trouvé une solution à tout et l'Afrique du Sud et d'autres pays comme l'Afrique du Sud ne connaissent que des problèmes. Mais depuis 18 ans, nous avons pu mettre en place des pierres solides. Nous avons pu répondre à différents problèmes autour des tensions raciales. Nous avons pu collecter des fonds à travers les impôts et de pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Un bel exemple pour les Grecs, peut-être. Nous avons pu faire face aux défis que pose la mise en place de la concurrence. Nous avons pu résoudre des problèmes par rapport au travail et le droit du travail. Et l'Afrique du Sud joue un rôle essentiel en Afrique. Nous avons de gros investissements en infrastructures qui arrivent. Mais ces événements, en fait, nous montrent tout le travail qui reste à faire. Nous avons un taux de chômage extrêmement élevé, notamment chez les jeunes. Nous avons, là encore, énormément de problèmes d'inégalité, de corruption.
Donc de très très gros problèmes. Et ceux d'entre vous qui connaissent l'Afrique du Sud, vous savez que nous avons encore des problèmes autour de notre leadership également. Alors, que faire face à tout cela en Afrique du Sud? Face à ces fractures, que faire? Je pense que vous allez voir que les problèmes qui se sont traduits par les amendements à Maracana vont être mieux gérés. Ou du moins, il va falloir nous organiser, il va falloir que la police suive les règles qui ont été mises en place il y a 20 ans et les utiliser pour gérer ces conflits sociaux. Alors, quelle serait ma conclusion suite à tout cela? Pourquoi suis-je venu ici aujourd'hui pour faire partie de ce panel impressionnant? Eh bien, je pense que j'ai un message qui serait le suivant. Alors, suite à ce que j'ai entendu cet après-midi pendant ce panel, l'Afrique du Sud, les marchés émergents, en fait, représentent l'avenir de notre planète. La France, et tous les gens ici, 4000 personnes qui ont assisté à cette conférence, ont l'opportunité formidable de pouvoir s'engager. Et même si la démocratie est parfois compliquée, je pense, j'espère que c'est quelque chose qui va vous attirer, car ces lignes jaunes, je ne sais pas si j'ai bien compris cette histoire de fil rouge et lignes jaunes, mais j'ai l'impression qu'il faut choisir. Soit on reste coincé, soit on avance. C'est ainsi que je l'interprète. Et l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, nous allons avancer. J'espère en octobre que je verrai beaucoup d'entre vous. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si on m'entend. Merci à tous, allez-y, bien sûr. Je voudrais juste dire deux choses. D'abord, premièrement, Monsieur Bérébi, j'ai besoin d'1 million d'euros parce que je vais monter mon propre spectacle en septembre 2013, donc si ça vous intéresse, voilà. Et surtout la deuxième chose, c'est que je suis... une start-up aussi. Je suis pas du tout... Comment ça? Si. Il est très désagréable. Et je suis pas du tout d'accord avec Monsieur Bérébi à propos de toutes les histoires d'école. Chaque année, il y a la médaille Field. Vous le savez, il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques parce que il paraît que la femme de Nobel est partie avec un professeur de mathématiques. Donc, il y a donc la médaille Field. Et chaque année, en face des États-Unis, très souvent, c'est un Français qui la remporte parce que nous avons de formidables écoles qui forment de formidables futurs entrepreneurs ou futurs, qu'ils soient dans des cases ou pas, ça n'a pas une grande importance. Et que sans ces écoles, eh bien, peut-être qu'on serait comme Monsieur Bérébi, j'en sais rien, avec une très belle réussite certainement. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est très important de faire des études. Peut-être parce que je suis une intello, je n'en sais rien non plus. Et que je trouve que vous êtes des gens formidables et que nous sommes des gens formidables. Merci. En fait, on va tous prendre ça pour nous, enfin en tout cas pour tous les autres intervenants. Merci. En tout cas, c'est une bonne conclusion. Il est 20h30, on est à peu près dans les temps. Merci en tout cas à tous sur ces 2 heures tout à fait passionnantes et enrichissantes. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, vous venez de suivre sur les chaînes parlementaires la table ronde intitulée Fil rouge et ligne jaune. La traditionnelle rentrée du MEDEF est aussi l'occasion cette année de confronter Jean-Marc Ayrault et son gouvernement au monde patronal. Bonne suite des programmes et à très bientôt sur les chaînes parlementaires.